Du coup, on parle plus. Moi, je vais vous prévenir que je vais fermer mes fenêtres. Donc, hop, à tout de suite. Donc, on attend un peu que tout le monde se connecte quelques minutes et après on commence la présentation. Et puis, du coup, quand il y aura suffisamment de monde, je repréviendrai encore une fois pour les pitchs. Bonjour à tous. Bonjour François, c'est François? Oui, c'est ça. Bonjour Anaïs. Oui, j'ai reconnu la voix. Merci, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Marie-Christine. Salut François. Yes. Donc on attend encore 1 ou 2 minutes avant de commencer, histoire que tout le monde soit bien connecté et puis on commencera à présenter l'appel à projet.
je vais en profiter pour dire quelques informations concernant le déroulé du webinaire. Donc, on a choisi pour les gens qui vont présenter les compétences ou les projets de ne pas vous faire passer en intervenant, mais vous laisser en participant. Par contre, je peux vous donner la parole. Donc, quand je vous donnerai la parole, il faudra bien faire accepter au niveau du micro pour pouvoir présenter. Le PPT sera sur ma présentation à moi, donc vous verrez que ce sera à vous de parler, je vous donnerai la parole et puis vous aurez vos 2 minutes ou 1 minute. Donc voilà. Et puis, pour les autres personnes qui sont organisateurs ou intervenants, on met sa caméra quand on parle et son micro, bien sûr. Et puis, si on ne parle pas et qu'on n'intervient pas, on ferme sa caméra et son micro. Ce sera plus pratique pour tout le monde. Et puis, il est 14h05, presque. Donc, on va commencer par présenter l'appel à projet. Et puis après, on passera à la présentation de la success story, si je ne me trompe pas. Vous me coupez si je me trompe, mes chers collègues. Et puis, la présentation des technopoles et de leur appel à projet, les questions-réponses. Et puis après, présentation des pitchs de compétences et de projets. Je verrai bien si je me trompe dans l'ordre des diapos, n'est-ce pas? Voilà. Alors, je vois... Voilà, c'est normal. Donc, si vous n'arrivez pas à activer votre micro pour les participants qui vont présenter leurs compétences et leurs projets, c'est normal, c'est parce qu'on ne vous a pas encore donné la parole. Par contre, quand on vous la donnera, vous devrez accepter, vous pourrez la prendre. Voilà. Donc voilà. Peut-être qu'on fait un tour de table. Donc, moi, c'est Gwen Weber du pôle Valorial. Je vais présenter l'appel à projet. Et puis après, les collègues des autres pôles qui sont présents et ont ouvert leur caméra, vous pouvez peut-être vous présenter avant que je commence à parler. J'y vais, Charlotte Nenny pour Adlampol Biothérapie. Bonjour, Aude-Olivier Cadoret, Pôle Imagerie Réseau. Bonjour, Claire Delaunay, donc chargée de mission VG Police Vallée pour la région Bretagne. Bonjour à tous, Anaïs Turpot pour le pôle mer Bretagne-Atlantique. Bonjour à tous, Marie-Christine Mancien pour le pôle EMC2. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Thibaut Pasquier pour le pôle ID4K. Bonjour à tous, Olivier Denoil des 7 technopoles de Bretagne. Ok, et ben écoutez, je vous propose de commencer à présenter l'appel à projet et puis après on passera aux questions, aux success stories, au technopole et puis au pitch. Alors, je me lance. Donc l'appel à projet, donc pour ceux qui ont participé un petit peu aux années précédentes, vous allez voir c'est à peu près la même chose, mais il y a quand même un changement intéressant, donc on va prendre le temps de le présenter. Donc c'est l'appel à projet porté par la région Bretagne et les 7 pôles de compétitivité, donc innovation au croisement des filières. Donc l'objectif de cet appel à projet, c'est de favoriser l'émergence de projets de R&D collaboratifs, donc qui visent à mettre au point des produits, services ou procédés innovants de manière collaborative, donc avec 2 entreprises et un laboratoire, comme on vous le décrira plus bas, et qui ont des impacts en termes de création d'activités et donc de chiffre d'affaires et d'emploi sur le territoire de la Bretagne. Donc, ça vise aussi à créer des synergies entre le secteur privé et public, créer des dynamiques au niveau des filières de la région Bretagne. Et puis, voilà, soutenir le croisement des filières économiques régionales avec des innovations fortement porteuses de valeur et portées par des PME ETI, comme vous verrez juste après. Donc, dans le cadre de cet appel à projet, la région a voté à la session de décembre 2020 sa nouvelle stratégie régionale, donc la S3, avec des objectifs de développement sur plusieurs filières entre 2021 et 2027. Et donc, c'est ces filières qui nous concernent dans cet appel à projet. Donc, vous voyez ici les 5 domaines d'innovation stratégique de la Bretagne. Donc, l'économie maritime pour une croissance bleue, l'économie alimentaire pour le bien manger pour tous, une économie numérique sécurisée et responsable, l'économie de la santé et du bien-être pour une meilleure qualité de vie, l'économie de l'industrie pour une production intelligente. Et puis à ces 5 filières stratégiques se rajoutent en fait des axes transversaux, donc importants pour la région Bretagne, donc les transitions numériques et industrielles, les transitions écologiques et environnementales et les transitions citoyennes et sociales. Donc, passons aux critères d'éligibilité de l'appel à projet, donc les critères auxquels vous devrez absolument répondre pour pouvoir être éligible dans le cadre de cet appel. Donc, c'est s'inscrire dans au moins 2 des 5 domaines d'innovation stratégique que je vous ai présentés juste avant, y compris les axes transversaux de la S3 de la région Bretagne,
pour faire un croisement de filières, justement. Donc, mener un projet de R&D collaboratif structurant pour l'économie régionale, donc avec des répercussions en fait pour toute la filière dans un plus long terme. Et puis donc porté par une PME ou ETI bretonne. Alors les PME, pour rappel, c'est des entreprises de moins de 250 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Et puis une ETI, c'est une entreprise qui a moins de 4 999 salariés et un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard. On pourra vous redonner les définitions dans le cadre de l'appel à projet, c'est écrit dans les annexes. Donc c'est un projet porté par une ETI, une PME bretonne, qui associe à minima une autre entreprise, qui là peut être de tout type, même les grands groupes, et un centre de recherche. Donc les centres de recherche, c'est les organismes de recherche publics ou privés qui mènent des actions de recherche. Les entreprises en difficulté au niveau RDI ne seront pas éligibles. Donc ça aussi, c'est précisé dans les annexes, la vraie définition d'une entreprise en difficulté, si vous avez des questions. Les projets devront être labellisés ou co-labellisés par un ou plusieurs des 7 pôles de compétitivité bretons. Donc, on est tous là aujourd'hui, on s'est présenté et vous avez la liste à nouveau qui s'affiche sur la slide. Le co-label sera obligatoire dès lors que le projet s'inscrit dans les domaines d'action stratégique d'un ou plusieurs pôles. C'est-à-dire que si vous avez un projet qui croise un domaine d'innovation stratégique d'un pôle et puis celui d'un autre, vous ne pouvez pas seulement le faire labelliser par un des deux pôles. Il faut vraiment privilégier les co-labellisations. D'ailleurs, comme c'est écrit, les projets co-labellisés seront privilégiés. Je parle à mes collègues des autres pôles. S'il y a des questions par rapport au déroulé de ma présentation, parce que vous n'entendez pas ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me prévenir en direct live. Donc, les critères de sélection. Donc là, ce n'est pas les critères d'éligibilité, c'est les critères de sélection. Donc, ce qui ferait que votre projet va être prioritaire par rapport aux autres, hein, ce qu'on peut appeler le bon projet. Donc, le caractère innovant du projet, donc on est sur des projets innovants, donc il faut vraiment démontrer que ce que vous souhaitez faire n'a pas été fait avant. La qualité du consortium et notamment l'importance du poids des PME dans le projet. La proportion du financement demandé par les centres de recherche, on est sur des projets qui sont des projets ce qu'on appelle de développement économique, donc on est là pour créer de la valeur, donc de la valeur en termes de chiffre d'affaires ou d'emploi, et pas des projets seulement, entre guillemets, de recherche. Et qui vont produire de la connaissance, mais pas des retombées économiques. Donc, c'est pour ça que dans le cadre de ce projet-là, il faut que les entreprises s'impliquent fortement en termes de ressources humaines et donc en termes de budget dans ces projets-là. Donc, c'est pour ça qu'une limite de 40% des aides fléchées vers les labos sera étudiée et sollicitée dans le cadre de ce projet. Regardez de près, pardon. La viabilité et le réalisme technique, économique et financier du projet, c'est-à-dire que on va aller regarder si vous voulez un projet qui va générer 300 milliards de chiffre d'affaires, voilà, on va peut-être aller regarder un peu de près qu'est-ce qu'il nous propose parce que ça ne paraît pas très réaliste. Voilà. Donc, on regardera ça également. Les pôles sont là pour ça, bien sûr. La gestion du projet, la capacité à gérer les aides publiques par les partenaires, puisqu'en fait, c'est un projet qui va faire intervenir des fonds publics et potentiellement des fonds européens. Et donc, il faut que les partenaires soient capables de gérer administrativement ces fonds, ces aides. Donc, comme je vous le disais, on est sur des projets de développement économique. Donc, les retombées économiques et technologiques directes sous la forme de nouveaux produits, procédés ou services devront être bien décrites et réalistes. Donc, c'est là aussi, on est là pour vous aider. Une attention particulière aux projets s'inscrivant dans l'axe transversal de la S3, transition écologique, sociale, numérique et industrielle. Donc là, c'est pareil, je l'ai remis parce que c'est une petite nouveauté de cette année. Donc, il faudra faire la démonstration de comment votre projet s'inscrit dans cet axe-là. Et puis, le dossier doit être complet, bien entendu. Alors, une précision qui est remise maintenant depuis quelques années sur cet appel à projet-là, c'est les entreprises financées l'année précédente dans le cadre de cet appel à projet ne seront pas prioritaires pour l'appel à projet qui suit donc cette année et puis qui suit l'année suivante dans laquelle, par rapport au projet auquel ils ont déposé. Voilà. Donc, concernant la technicité de l'appel à projet, c'est-à-dire comment vous allez être aidé et ce qu'il faut faire, donc c'est des appels à projet donc, qui vont aider des projets qui ont un budget qui se situe entre 500 000 et 1 million d'euros. Alors, pour tout le monde, hein, pour tous les partenaires, c'est-à-dire que les budgets additionnés de tous les partenaires doivent être compris entre 500 000 et 1 million d'euros. C'est indicatif, ce n'est pas forcément une limite stricte. Et par contre, la durée des projets, elle, sera comprise entre 12 à 36 mois. Bien sûr, si votre projet, à la fin des 36 mois, vous voyez que vous avez pris un peu de retard, c'est toujours possible, bien sûr, de voir avec la région pour le rallonger, n'est-ce pas?
Et donc, au niveau des aides publiques que vous pourrez recevoir si vous postulez dans le cadre de ce projet, ce seront des subventions et qui seront appliquées selon le taux qui est écrit ici. C'est-à-dire que pour les entreprises PME, vous pouvez aller de 45 à 50%, hein, puisque vous aurez peut-être une aide additionnelle en fonction de la métropole où vous vous trouvez, enfin, le PCI où vous vous trouvez. 30% pour les ETI, pareil, 35% si vous êtes dans une PCI qui a signé un contrat avec la région. Et puis 25% pour les grandes entreprises, jusqu'à 30%, toujours pareil, si vous êtes dans cette fameuse métropole. Il y aura la liste qui vous sera donnée si vous le souhaitez. Pour les organismes de recherche, c'est assez commun, donc c'est 100% des coûts additionnels ou 80% des coûts complets, notamment pour les centres techniques qui ont passé un contrat avec la région. Donc, ils se reconnaîtront. C'est un appel à projet, donc les aides publiques viendront de la région Bretagne et cofinancement avec les collectivités partenaires dont je vous parlais juste avant. Et puis donc, ce seront des fonds potentiellement bretons et FEDER, donc européens / bretons. Fonds européens gérés par la Bretagne. Les dépenses éligibles. Alors, ouvrez grand vos oreilles puisque cette année, c'est un peu le changement. Donc, avec la nouvelle programmation FEDER qui a été re-signée par la région, des changements ont été appliqués sur les annexes financières à remplir. Donc, on sera là pour tout vous expliquer pas à pas si vous avez des questions. Mais le but de ce changement, c'est vraiment de simplifier les fonds européens, enfin, en tout cas l'accès aux fonds européens et la gestion par la suite. Donc, il faut quand même avoir une bonne gestion financière de son entreprise administrative, mais là, pour le coup, ça sera un tout petit peu plus simple. C'est-à-dire pour les entreprises, donc vous n'aurez toutes les dépenses éligibles dans le cadre du projet, ce sera bien sûr les dépenses de R&D, consommables, amortissement, sous-traitance et frais de mission, mais vous n'aurez qu'à remonter dans le cadre de l'instruction du projet, donc là à l'écriture, et puis dans le cadre de la justification de votre travail pour recevoir les aides au fur et à mesure du projet si vous êtes retenu, vous n'aurez à justifier que les dépenses de personnel. C'est-à-dire que tout simplement, j'ai fait un copier-coller de l'annexe financière que vous aurez à remplir. Vous n'aurez à écrire dans cette annexe financière que les dépenses de personnel. À ces dépenses de personnel seront affectés un forfait de 40%. Donc, typiquement à droite, vous voyez mon exemple, si vous avez 100 000 € de frais de personnel, un forfait de 40% il sera ajouté. Donc, au total, vous aurez non pas 100 000 € de dépenses éligibles dans le cadre de ce projet, mais 140 000 € sur lesquels, après, on ira vous aider à hauteur de, comme je le disais juste avant, 45, 50 ou enfin de 25 à 45%. Voilà, ça sera plus simple en fait pour écrire le projet et ce sera plus simple après pour le justifier. Dans ce forfait de 40%, bien sûr, dedans, en fait, ce qui est éligible, ce qui est aidé par ces 40%, c'est tout ce qui va être consommable, donc le petit matériel dont vous avez besoin pour faire votre projet, les amortissements d'équipements, de gros équipements que vous auriez pu utiliser dans le cadre du projet, les sous-traitances intellectuelles ou non, donc tout ce qui va être prestation de services comme la propriété intellectuelle auprès d'un avocat ou les analyses, tout ça, ce sera compris dans les 40% qu'on va vous affecter d'office, en fait. Et les frais de mission, c'est les déplacements, tout ça, pareil. Donc, vous n'aurez pas à écrire et à calculer toutes ces dépenses-là. Vous n'aurez qu'à vraiment réfléchir aux dépenses de personnel dont vous aurez besoin pour le projet. Bien sûr, on vous encourage à bien faire le tour du projet parce qu'il ne faut pas non plus vous engager dans un projet pour lequel vous ne pourriez pas investir tout ce que vous avez mis. Donc, il faut bien penser à tout, mais par contre, au niveau de la région, il ne faudra remonter que les dépenses de personnel. Et pour les laboratoires, donc là avant c'était pour les entreprises, pour les laboratoires, donc les organismes de recherche, c'est pareil, ça va être modifié. Donc vous, à la différence des entreprises, vous aurez à remonter les dépenses de personnel additionnelles, donc en dehors des permanences, c'est-à-dire tout ce qui va être CDD de recherche comme les ingénieurs de recherche, les postdocs, etc. Donc vous aurez à faire figurer ceci sur l'annexe financière, les consommables, donc tout ce qui va être petit matériel de labo, les pipettes, etc. Et puis les sous-traitances, dont les prestations intellectuelles, donc tout ce qui va être sous-traitance d'analyse, sous-traitance de prestations intellectuelles type avocat, etc. Pareil, vous devrez faire remonter tout ça. À laquelle, sur le total de ces dépenses directes qu'on appelle, sera appliqué un taux forfaitaire de 7% qui, lui, viendra en fait prendre en compte tout ce qui va être amortissement d'équipement, donc vous n'aurez pas à faire figurer sur l'annexe financière. J'ai laissé le mot sous-traitance, je m'en excuse, c'était amortissement d'équipement et frais de mission. Il faudra que je corrige. Donc voilà, et donc vous n'aurez pas à faire remonter les dépenses, enfin en tout cas du moins à les écrire sur l'annexe financière, tout ce qui concerne amortissement d'équipement et frais de mission. Voilà, donc là, j'ai fait un exemple pour un labo de recherche qui aurait une dépense de personnel de 50 000 €, une dépense de consommable de 25 000 € et une dépense de sous-traitance de 25 000 €. Vous n'aurez que ça à écrire sur l'annexe financière sur laquelle sera appliqué un forfait de 7%.
Donc, votre index financière au total fera 107 000 €. Comme vous êtes un organisme de recherche, vous pourrez soit être aidé à 100% des coûts additionnels, donc 107 000 €, soit à 80% des coûts, comme les centres de recherche qui ont un contrat avec la région, les centres techniques, excusez-moi. Voilà. Et puis, sur l'annexe des labos, vous pouvez bien sûr faire figurer les personnels permanents pour les valoriser par ailleurs. Ça, ce n'est pas aidé par la région, mais parce que c'est aidé par ailleurs. Voilà. J'avance. Calendrier. Donc, comme vous avez pu le voir par nos nombreux mails et posts LinkedIn, l'appel à projet a démarré en décembre 2021. Et puis, donc, vous avez jusqu'au 28 février 2022 pour faire connaître vos dossiers, vos pré-dossiers auprès des pôles. Et puis, jusqu'au 14 mars 2022 pour déposer ce pré-dossier complet, hein, donc avec tous les partenaires auprès de la région. Ensuite, vos dossiers seront étudiés. La région viendra vous contacter pour vous dire vous avez été retenu pour un comité de présélection, donc une audition. Donc, ça sera le 5 et 6 avril 2022. Et puis après, si votre dossier est retenu à la suite de ces auditions, donc en général, c'est plutôt fin avril, début mai qu'on a l'information, vous rentrez dans la période de labellisation par les pôles. Donc là, ça sera des dossiers un peu plus approfondis qu'il faudra écrire pour les présenter au pôle pour qu'ils les labellisent ou non. Et si votre dossier est labellisé, eh bien, vous rentrez en instruction financière auprès de la région. Et donc, il faudra pour cela déposer un dossier administratif complet avant le 7 juillet 2022. Ensuite, la région instruira le dossier, rentrera en contact avec vous pour gérer quelques informations supplémentaires, complémentaires, et une décision de soutien et un conventionnement pour recevoir les aides seront faits au second semestre. Donc, en général, c'est de septembre à début décembre. Voilà. Les pôles, nous, qu'est-ce que l'on fait dans tout cela? Eh bien, en fait, nous sommes là dès maintenant pour vous présenter l'appel à projet, pour vous conseiller, vous expliquer ce que vous ne comprenez pas dans le cahier des charges. Donc, on est là aussi, donc, quand vous avez écrit les pré-dossiers, on est là pour relecture avant le dépôt à la région, bien sûr. On est là aussi dès maintenant aujourd'hui pour vous mettre en réseau, c'est-à-dire que si vous avez un projet et vous êtes déjà deux, par exemple, et il vous manque un académique ou il vous manque une autre entreprise pour le mener à bien, nous, on est là avec nos réseaux pour vous trouver le partenaire idoine. La structuration du projet et le conseil au montage, hein, bien sûr, c'est une fois que donc, vous avez trouvé votre consortium et que vous souhaitez écrire le projet, nous on est là, non seulement pour vous conseiller sur la compréhension du projet, mais aussi sur le caractère innovant, la viabilité financière, tout ce que je vous ai montré dans les critères d'éligibilité de sélection, on est là pour vous conseiller dessus et faire que votre dossier ce soit vraiment le meilleur et qu'il ait toutes les chances de réussite. Après, une fois que vous êtes présélectionné par la région, le label, donc via nos comités de labellisation, interviendra pour vraiment donner un go au niveau qualité technique, scientifique, financière du projet et au niveau stratégique pour les entreprises. Voilà. Et puis, du coup, on a une vision d'expert parce que ça fait, c'est le 6e ou 7e appel à projet et on est là depuis le début, on le presque copilote avec la région, donc on a vraiment une bonne expérience sur cet appel à projet-là. Et puis sur cette slide-là, vous voyez donc tous mes collègues des pôles. Donc bien sûr, je ne sais pas si la question a été posée, on vous transmettra la présentation, on transmettra la présentation aux participants. Et puis donc, vous aurez dans cette présentation tous nos contacts et vous pourrez bien sûr nous contacter si vous avez un projet ou la moindre question concernant votre projet. Donc, présentation des pôles. Du coup, pour plus de simplicité, je me suis mise en première. Donc, on va vous présenter les pôles de compétitivité, notamment pour que ça vous remette en tête, excusez-moi, nos domaines d'innovation prioritaires à chacun, ce qu'on peut vous apporter, etc. Voilà. Donc, les 7 pôles ont fait une diapo pour vous présenter ça. Donc, je commence avec ma diapo. Donc, Valorial, on est présent sur la Normandie, la Bretagne et les Pays de la Loire. Ça fait depuis 2005. On est arrivé en 2021 donc à 392 adhérents, dont 2 tiers d'industriels. Donc, ce qui représente en tout quasiment plus de 800 structures sur le territoire. On a accompagné plus de 500 projets collaboratifs depuis 2006, qui représentaient en fait environ 1 milliard d'euros investis. Et donc, ces 800 structures et ces 392 adhérents dont je vous parlais, c'est plus de 4000 contacts. Donc, personnes dans les entreprises avec lesquelles on peut vous mettre en contact. Et puis, d'autres domaines d'innovation prioritaires. Donc, du coup, on en a 6, avec notamment donc, au climat sol, production durable végétale et animale. Et puis là, on entre sur nos domaines d'action, domaines d'innovation qu'on connaît bien à Valorial, puisqu'historique. Donc, l'excellence opérationnelle des fermes et des usines, valorisation intégrale de la biomasse, offre alimentaire pour manger mieux, et puis usage et services innovants autour donc, de la fin de la chaîne de valeur. Je vais passer la parole à Aude. Merci Gwen. Donc, je vais vous présenter le pôle Imagerie Réseau, qui est le pôle de compétitivité du numérique en Bretagne et en Pays de la Loire.
À fin 2021, nous étions à 246 adhérents, dont 80% de PME, avec également aussi des grands groupes et des laboratoires de recherche, des établissements académiques. À ce jour, ce sont 1038 projets qui ont été expertisés et labellisés depuis 2005 pour un peu plus d'1 milliard de financements mobilisés. Donc, ce sont des projets que nous avons accompagnés jusqu'au montage et passés en expertise devant notre comité d'experts qui comprend aujourd'hui environ 50 experts qui sont répartis dans les technologies et les services du numérique, mais plus particulièrement sur nos domaines stratégiques technologiques qui sont les suivants. Donc, confiance numérique et sécurité, ce qui concerne notamment tout ce qui est cybersécurité, données et intelligence avec l'intelligence artificielle, interactivité et immersivité avec les technologies de la réalité virtuelle, réalité augmentée notamment, matériel et logiciel, donc ça peut comprendre tout ce qui est logiciel, IoT, réseau et infrastructure, donc la 5G par exemple, et le dernier domaine qui est la photonique, et donc réparti sur plusieurs domaines d'usage du numérique, comme l'agriculture, les industries culturelles et créatives, les industries et services, la santé et plus généralement les territoires. Je vais passer la parole à Claire, je crois. Non, c'est à Charlotte, pardon. C'est à Charlotte. On fait des petites blagues pour voir qui suit. Donc, moi, je représente effectivement Adlampol Biothérapie. Donc, comme l'ont déjà précisé mes collègues, le cœur de métier des pôles, c'est l'accompagnement des projets collaboratifs innovants. Donc, le pôle Adlampol Biothérapie est centré sur la thématique de la santé. Donc, nous sommes basés historiquement en Pays de la Loire et donc depuis fin 2014 en région Bretagne et en région Centre-Val de Loire. Et pour la région Bretagne, c'est Biotech Santé Bretagne qui gère l'antenne bretonne du pôle. Donc, les axes historiques du pôle sont l'immunothérapie, la médecine régénératrice et les radiopharmaceutiques. Et il y a 3 axes alors nouveaux depuis 2019, donc on va dire qu'ils maintenant ils maturent quand même. Donc on a la e-santé, la nutrition clinique et le microbiote et la santé animale. Donc on a un réseau aussi composé d'acteurs industriels, de la recherche et aussi du soin. Donc c'est vrai que les acteurs du soin sont de plus en plus impliqués dans les projets innovants pour des projets de co-construction avec les utilisateurs finaux des solutions qui sont développées dans les projets. Donc, on a un réseau actuellement d'un peu plus de 230 membres à fin 2021. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez un projet dans le domaine de la santé. Donc, je passe la parole à je ne sais pas qui. La slide suivante. C'est un peu long par contre. Pardon, Ah, voilà. Donc, cette fois-ci, c'est clair. Bonjour à tous, donc Claire Delaunay, chargée de mission Végépolis Vallée pour la région Bretagne. Donc Végépolis Vallée, on est un pôle de compétitivité dédié au végétal. On regroupe à peu près 500 adhérents aujourd'hui sur tout le territoire national, majoritairement des entreprises. Donc, on a pu accompagner plus de 750 projets qui représentaient 2,2 milliards de budget. Et on est présent sur 4 régions, donc en Bretagne, Pays de la Loire, région Centre-Val de Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Végépolis Vallée, on a notamment 3 axes d'innovation historique en lien avec les productions végétales. Donc tout ce qui est innovation variétale et performance des semences et des plants. Donc tout ce qui est développement d'outils pour améliorer la biotechnologie, le phénotypage, le génotypage. Un deuxième axe sur la santé du végétal, donc développement d'alternatives en fait aux intrants de synthèse. Donc, par exemple, développement de produits de biocontrôle, de biostimulants, de biointrants pour la protection des sols, des cultures et puis également en post-récolte. Et puis un troisième axe sur tout ce qui est nouvelles technologies et pratiques pour les systèmes de production. Donc là, ça va être tout ce qui est développement d'agroéquipements innovants, que ce soit les équipements terrestres ou aériens, et puis toutes les briques technologiques qui peuvent être développées, donc des outils d'aide à la décision, des capteurs, ainsi de suite. Et après, on a également 4 nouveaux axes qui sont sur plutôt comment utiliser le végétal, donc pour l'alimentation humaine et animale.
dans le cadre de la nutrition, prévention, santé, bien-être cosmétique, dans le cadre du végétal urbain et puis aussi dans l'utilisation des végétaux pour développer des agromatériaux. Voilà pour ma part. C'est Anaïs après. Le temps que ça arrive, je prie. Merci Gwen. Oui, donc bonjour Anaïs Turpot du pôle mer Bretagne Atlantique. Donc nous, on est le pendant maritime des pôles de compétitivité bretons. Nous sommes présents sur 2 régions, donc la Bretagne et les Pays de la Loire. C'est un pôle qui a été créé en 2005 et qui depuis lors a accompagné 463, très exactement, projets collaboratifs innovants. Donc que vous dire d'autre? Nous avons 410 adhérents donc à fin 2021, dont à peu près 2 tiers de PME. Et évidemment, grands groupes, centres de recherche et voilà, tous les acteurs qui permettent de collaborer. Et nous œuvrons sur 6 domaines d'action stratégique. Donc, le premier, c'est la défense, la sûreté, la sécurité maritime. Donc, aussi bien des hommes, des infrastructures, mais aussi des données avec la cybersécurité notamment. Notre deuxième domaine d'action stratégique, c'est le naval et le nautisme, avec notamment les thématiques autour du smart ship, du green ship, et également des domaines un peu d'excellence en Bretagne, notamment que sont la course au large, par exemple. En troisième, nous avons les ressources énergétiques et minières marines, avec là évidemment notamment les énergies marines renouvelables, l'éolien offshore qui est un petit peu le vent en poupe, et des sujets comme l'hydrogène. Nous avons également les ressources biologiques marines, là qui tournent autour de la pêche et l'aquaculture d'un côté et les biotechnologies marines de l'autre. Ensuite, nous avons l'environnement et la valorisation du littoral avec là des thématiques comme le suivi du trait de côte, l'imagerie spatiale pour le suivi environnemental, ce type de thématique. Et enfin, les ports, la logistique et le transport maritime, où là, on va avoir tout le pendant portuaire des thématiques Smart Ship et Green Ship, donc le Smart Port et le Green Port, en plus évidemment du transport maritime avec des grosses thématiques autour du routage intelligent des navires en mer. Et tout cela accompagné de 2 axes transversaux que sont la transition écologique et la transformation numérique, voilà, qui accompagnent tous ces sujets. Voilà, et je rajoute juste que nous sommes le domaine d'application, on va dire, géant de la Bretagne, donc on peut croiser avec pas mal de filières. Voilà, je te passe la parole Thibaut. Merci Anaïs. Donc moi je suis Thibaut Pasquier, chef de projet innovation au sein du pôle IDEFORCAR. Alors le pôle IDEFORCAR, c'est pôle de compétitivité sur les filières des véhicules et des mobilités du Grand Ouest. Grand Ouest car nous sommes présents sur la région de Bretagne, la région Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine également. On couvre vraiment l'ensemble du littoral français. Et nous intervenons donc sur les domaines liés bien évidemment à l'automobile, mais pas que. Également tout ce qui est lié aux véhicules spécifiques, aux services de mobilité et enfin machinisme agricole et engins off-road. Et nous attaquons ou nous traitons ces sujets de prédilection au travers de domaines d'activité stratégiques que sont liés les matériaux et les véhicules, donc très liés à l'allègement des véhicules, mais pas que, l'intelligence des systèmes embarqués, également tout ce qui est véhicules, usage et industrialisation, donc là un gros volet de notre activité également sur les processus d'industrialisation et l'accompagnement à leur modernisation, et enfin le dernier domaine d'activité stratégique est lié aux services et mobilité numérique et les infrastructures. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter sur le numéro ou le mail que vous voyez en bas pour tout accompagnement dans ces domaines-là. Et je passe maintenant la parole à Marie-Christine. Merci Thibaut. Donc, Marie-Christine Mancien, je suis chargée de projet au sein du pôle EMC2, en particulier pour la région Bretagne. Donc, le pôle EMC2 est un pôle plutôt dédié au manufacturing, donc dans les technologies avancées de fabrication, donc qui existe comme tous les pôles depuis 15 ans. Et donc, 2021, effectivement, donc c'est 385 adhérents, donc plus de 50% sont des PME. Le pôle historiquement est basé en Pays de la Loire, avec effectivement une antenne en région Bretagne portée par l'Institut Maupertuis depuis 2015. Et puis, nous avons donc le domaine d'innovation stratégique, la performance industrielle, donc tout ce qui va toucher les matériaux et les procédés avancés, le contrôle, l'amélioration de la qualité des produits, tout ce qui concerne l'automatisation, la flexibilité, la sécurisation des systèmes productifs. Un deuxième domaine d'activité stratégique qui va concerner plus l'industrie durable, qui va concerner l'allègement des structures, l'économie circulaire dans l'industrie.
Un troisième domaine d'activité stratégique, l'humain au cœur de l'industrie, donc tout ce qui va concerner les assistances à l'opérateur dans l'usine. Et puis enfin, quatrième domaine d'activité stratégique, industrie numérique, et donc qui va toucher effectivement tout ce qui concerne les données dans l'usine, et donc le jumeau numérique de l'usine. Voilà. Et donc, voilà, ces 650 projets qui ont été accompagnés depuis sa création, qui représente 1,6 milliard de budget. Donc ça, ce sont des données chiffrées à fin 2020. Excusez-moi, l'actualisation n'a pas été faite pour 2021. Merci. Voilà, je crois qu'on passe aux questions-réponses, donc je vais laisser Anaïs peut-être prendre la parole pour faire le point sur les questions. Oui, j'arrive une petite seconde. Hop, je me mets en plein écran. Alors, j'ai allumé ma caméra. J'avais une question concernant la localisation des partenaires. Alors, bonjour, est-ce qu'un centre de recherche peut être associé à ces projets, même s'il n'est pas localisé en Bretagne, tant qu'il appartient à un des 7 pôles listés? Je suis seule. Où êtes-vous? Oui. Tu veux répondre, Anaïs? Vas-y, je pense que tu as la réponse. Je réponds toute seule. Alors, en soi, il n'est pas interdit d'avoir des partenaires hors territoire. Après, voilà, c'est un appel à projet qui est financé par la région Bretagne. Donc, évidemment, nous vous conseillons, on va dire, de rester avec des partenaires bretons. Après, s'il y a une compétence qui est hors territoire, qui n'est pas présente en Bretagne, voilà, ça peut être étudié. Ce n'est pas, voilà, ce n'est pas interdit. Par contre, ce centre de recherche, parce qu'on parle de centre de recherche, ne pourra pas être financé par la région Bretagne. Vous me dites hein, si vous voulez rajouter des choses. Alors, ensuite, quels pôles sont à contacter pour les projets Smart Grid, énergie renouvelable, non marine, gestion de l'énergie, bâtiments, quartiers, hydrogène, etc. Étant donné qu'S2E2 ne fait pas partie des pôles bretons. Alors, comment on fait pour remplacer S2E2 en Bretagne? Alors, je peux peut-être apporter un complément de réponse. Dès que, en ce qui concerne l'énergie, il y a du numérique pour la gestion de l'énergie, le pôle images et réseaux peut être contacté. On a bien aussi, on suit bien cette thématique-là au pôle. Et s'il y a des sujets autour des matériaux, des procédés de mise en œuvre des matériaux, enfin, vous pouvez contacter EMC2. Et j'ai envie de dire, si les sujets liés à l'hydrogène concernent les infrastructures pouvant alimenter des services de mobilité, vous pouvez contacter avec plaisir le pôle IDFORCAR. Et c'est vrai que je vais rajouter une couche, si c'est pour un usage par exemple agricole, sur la méthanisation par exemple, ou voilà, en fonction de l'utilisateur aussi, s'il y a une visée agricole, on peut être mobilisé côté VG Police Vallée. D'accord, donc la personne précise pas de matériaux, plutôt de l'intégration système et pas la mobilité. Donc j'irai plutôt vers toi, Aude, hein, du coup. Donc voilà. On pourra faire établir un premier diagnostic suite à votre demande et voir si ça s'inscrit bien, en tout cas, dans nos thématiques. Tout à fait. Voilà, parce que la personne a bien noté qu'il fallait 2 pôles. Donc, il faudra trouver le deuxième. Mais voilà, prendre un premier contact avec Aude, voilà, ça me paraît le plus adéquat. Ensuite, comment cela se passe pour les partenaires qui ont déjà un financement FEDER? Je veux bien répondre. Hein, alors, ça dépend pour de quel financement vous parlez, parce que si vous avez déjà reçu un financement FEDER pour un projet qui a commencé déjà, par exemple début 2022, du coup, c'est l'effet incitatif des aides et voilà, ça ne sera pas, ce projet-là ne pourra pas être financé par d'autres fonds publics que ceux que vous avez déjà reçus. En revanche, si vous parlez d'un projet totalement différent, qui a eu des aides FEDER pour se faire et que vous vous posez la question de savoir si pour un autre projet qui n'a pas encore commencé et qui ne commencera pas avant la labellisation des pôles, un projet de recherche innovant et collaboratif, là, il n'y a pas du tout de problème pour que vous puissiez postuler et pour que vous puissiez avoir des aides FEDER à côté aussi, quoi. Des notions de comptabilité seront regardées par les régions, notamment votre capacité à porter plusieurs projets FEDER en même temps, etc. Par contre, voilà, si c'est bien 2 projets différents et qui n'ont rien à voir entre eux, il n'y a pas de souci pour postuler.
Et d'ailleurs, fédère ou pas fédère. fédère ou pas fédère, oui. Absolument. Par Alors, contre, est-ce qu'une... si Pardon, vas-y. c'était excuse-moi Anaïs, si c'était du FEDER de l'appel à projet 2000, non, on n'était pas en FEDER en 2020, en 2019. Oui, mais C'était du ta FEDER. remarque est tout à fait juste. Même si c'était pas des fonds FEDER, si vous avez été retenu à l'appel à projet 2021, vous ne serez pas prioritaire sur l'appel à projet 2022. Je suis d'accord, oui. Pardon. Alors, est-ce qu'une telle chiffre peut rentrer pour partie du budget de la PME? Je peux peut-être répondre. Donc non, les dépenses de thèse ne peuvent pas être prises en compte dans cet appel à projet, puisqu'il existe d'autres dispositifs pour financer les thèses. Donc pour les laboratoires, comme tu l'indiquais tout à l'heure, Gwen, les dépenses, c'est vraiment plutôt les CDD hors frais de mission, mais sinon post-doc ou ingénieur de recherche, mais pas les thèses. Il faut être salarié, en fait, hein, tout simplement. Tout à fait. Il faut être salarié de l'entreprise. Mm. Y a-t-il une rétroactivité sur les dépenses liées au projet? Exemple, pour un projet démarré en février. Sur les dates, l'éligibilité des dépenses, il me semble que c'est la date de labellisation par les pôles qui compte. Par contre, vous Absolument. pouvez tout à fait envisager de démarrer un projet avant d'avoir eu la réponse effective du financement, j'ai envie de dire un peu à vos risques et périls, mais c'est la date de labellisation qui prime. Donc, date qui intervient si votre projet est présélectionné par la région et que vous présentez votre projet au pôle, ça interviendra entre le début mai et puis fin juin. Donc, votre projet ne peut pas commencer avant début mai. Donc, non pour répondre clairement à la question pour février. Voilà, j'ai une question qui s'en rapproche, donc j'espère que ça a répondu à un ensemble de questions. Hein, donc, voilà. Est-ce qu'il y a un pourcentage maximum de prestations de sous-traitance? Ça doit être la même chose que pour les autres dispositifs, pas plus de 30% de prestations, non? Ça doit pas être marqué. Comme on n'a pas à faire remonter les dépenses de prestations cette année. Oui, mais bon. En revanche, faire attention que ça ne dépasse pas 40% des frais de personnel, sinon ce ne sera pas couvert. Ah bah vous êtes perdant, non? Oui, tout à fait. En fait, donc, vous allez avoir des prestations qui ne pourraient pas apparaître dans votre annexe financière. Et donc, par exemple, si vous avez une prestation, en effet, qui coûte très, très cher et comme vous ne la faites pas remonter, bah, si elle dépasse vos 100 000 euros, entre guillemets, d'exemple de personnel plus les 40%, donc les 140 000 euros de budget, bah, vous êtes perdant à prendre ce prestataire-là. Ce qui est logique, puisque, comme disait Charlotte, pour d'autres appels à projets, on dit de ne pas dépasser 30% de prestations, parce qu'en fait, à partir d'un moment où vous prenez, si vous avez beaucoup de prestations et peu d'investissements en propre, c'est plus trop votre projet. On peut considérer que c'est plus trop votre projet, c'est le projet de vos prestataires. Donc voilà, c'est pour ça que finalement, elle est couverte aussi par cette nouvelle annexe financière, cette règle-là est aussi couverte. Et puis effectivement, dans le descriptif des travaux, pour autant, même si effectivement on ne met pas de budget ad hoc, si on décrit, en décrivant le projet, on dit que voilà, c'est la majorité des travaux sont couverts par des travaux de prestataires, comme tu le dis, c'est plus, le partenaire n'est plus considéré comme faisant de la R&D. Mais bon, après, c'est vrai que sur certains projets, je pense à des projets qui peuvent être assez amont, notamment dans le domaine de la santé, on peut avoir beaucoup de dépenses, des parts de dépenses en sous-traitance sur des essais précliniques, par exemple, qui sont très coûteux et bien souvent, les entreprises, les startups sous-traitent cette partie-là. Donc, il faut voir, c'est un petit peu au cas par cas. Mais bon, on va dire que majoritairement, c'est assez difficile à justifier quand c'est trop élevé. Mais encore une fois, tout dépend du domaine. Est-ce qu'il y a un quota de salariés minimum pour déposer un projet? Pas tant je dirais le quota de salariés minimum, il faut, je pense, plutôt avoir le nombre de salariés suffisant pour pouvoir assumer en tout cas le projet et les fonds propres aussi pour pouvoir assumer sa part des travaux, que ce soit en termes RH ou en termes de budget. Et il y a deux limites. Pardon, j'ajouterais juste des salariés
En R&D. R&D. Parce qu'on peut, voilà, on peut avoir un grand nombre de salariés, une équipe R&D très très petite en fait. Donc voilà, l'important c'est qu'il y ait les salariés qui font de la R&D en nombre suffisant pour mener le projet à terme. Et puis je compléterai en disant qu'aussi il y a 2 limites. Il y a les budgets pour 3 partenaires minimum. Enfin, vous pouvez avoir un consortium avec plus de 3 partenaires, mais à minima, il faut que vous soyez 3 partenaires, c'est 1 million. Et ensuite, parmi ces partenaires, il faut qu'il y ait un certain équilibre, dans le sens, il ne faut pas qu'il y ait un partenaire qui représente 90% du budget et les autres ont chacun 5%. Donc de ce fait-là, automatiquement, il y a un peu une limite en termes de nombre de salariés, puisqu'il y a un budget de toute façon max de 1 million, et il faut que vous soyez au minimum 3 partenaires. Donc on ne vous donne pas un chiffre précis, mais dans le cadre de votre projet, on arrivera à avoir ce seuil. Alors, on revient sur les centres techniques. Est-ce que pour un centre technique hors région Bretagne qui ne serait pas financé, est-ce qu'il existe des accords avec d'autres régions pour un soutien financier, par exemple avec la région Pays de la Loire? Alors là, je pense que c'est à voir au cas par cas avec les régions, mais de manière générale, bien vérifier ce point parce que généralement, les régions financent très rarement des laboratoires seuls quand dans un projet collaboratif, il n'y a pas d'autres entités sur leur territoire, entités, entreprises. Donc, il n'y a pas d'accord, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas d'accord rédigé qui existe, mais il faut vraiment vérifier ce point-là bien en amont avec les régions concernées. Voilà, et puis c'est des choses, en tant que pôle de compétitivité, certains d'entre nous ont des comités des financeurs, donc peuvent en discuter avec les régions, présenter le projet, voilà, pour voir, pour vous accompagner en tout cas à vérifier que les 2 régions sont intéressées pour financer le partenariat. Mais c'est clairement, oui, du cas par cas. Il si je y a peux me d'autres permettre de questions sur les centres. Pardon, vas-y. Ouais, je rajouterais aussi que l'appel à projet commence à être connu, donc pas mal de projets sont déposés. Donc maintenant, on va être un petit peu aussi dans le concours, quoi. Donc plus votre projet sera complexe avec des partenariats en dehors de la région Bretagne et tout, moins vous aurez quand même globalement de chances d'être retenu à l'appel à projet. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres canaux pour financer votre projet. Mais voilà, c'est une information à avoir en tête aussi avant de vous lancer peut-être dans l'écriture du dossier. Et il y a d'autres questions sur les centres techniques, notamment il demande la liste. Je propose d'envoyer la liste des centres techniques qui sont éligibles pour le financement avec la présentation. Hein. Ouais. Comme ça, chacun retrouvera les informations qui l'intéressent. Est-ce qu'on peut avoir une école nationale privée comme partenaire? Je dirais que oui, tant que l'école a des travaux de R&D, faut pas que ce soit les étudiants qui fassent le boulot, quoi. Faut que ce soit vraiment les enseignants-chercheurs au sein de cette école privée qui fassent des travaux de R&D bien exprimés, quoi. Ça veut dire qu'il y a un rattachement avec un labo? Non, pas forcément. Par exemple, je vais citer l'École supérieure d'agriculture d'Angers, qui est un organisme de recherche privé. Ils sont à part entière dans les projets. Alors, là, c'est un exemple complètement pas éligible dans le cadre de ce projet, puisqu'ils sont à Angers. Mais voilà, c'est une entreprise, c'est une école privée, mais qui a des personnels de recherche salariés de l'école. Et c'est donc des enseignants-chercheurs. Et ils font le projet. Et ils sont pas forcément rattachés à un labo. Alors, ils ont leur propre labo qui s'appelle le laboratoire GRAP. Mais il y a des fois, c'est pas des gens du laboratoire GRAP qui font le projet, quoi. Donc, ouais, c'est possible. Je n'en connais pas en Bretagne parce que j'en ai pas trop, j'ai pas trop travaillé avec des écoles privées en Bretagne, mais voilà. Je pense qu'on a une question qui a trait au niveau de TRL. Est-ce qu'un projet scientifique entre laboratoire de recherche et un studio de projet en VR, virtual reality peut-être, je suppose, serait éligible? En gros, je pense que là, c'est la question, elle va plus au niveau de la maturité du projet. Alors, effectivement, je vois la question. Donc, en tout cas, comme ça, j'ai envie de dire oui. Donc là, sachant qu'il manquerait un partenaire, parce que là, il est indiqué simplement un laboratoire de recherche et un studio de projet. Donc,
vraiment pour vérifier l'éligibilité des projets, l'important c'est que vous nous contactiez assez rapidement et qu'on voit si le projet rentre dans le cadre de cet appel à projet. Mais on est quand même sur des projets pour revenir au TRL, parce que on est plutôt sur des projets quand même qui sont proches du marché, puisque à la fin du projet, il doit y avoir des retombées sur le territoire. Donc on n'est vraiment pas sur de la recherche fondamentale, on est plutôt sur des TRL 5 à 8, si je ne me trompe pas. Voilà. Merci Aude. Ensuite, il y a une question. Comment coordonner un financement européen éventuel type EIC Pathfinder dans les domaines de MR, productives, hydrogène pour la mobilité maritime et la décarbonation des ports? Donc là, la coordination des financements, c'est pareil, hein, il faut vérifier qu'il y ait les fonds propres suffisants et la capacité humaine à mener 2 projets à bien et de front. Après, juste vérifier qu'il n'y a pas un double financement sur la même innovation. Donc, il faut bien vérifier que voilà, ce sont des étapes différentes du projet. Mais là, voilà, si ces conditions sont remplies, les deux ne sont pas... voilà, on peut mener les 2 projets, évidemment, côte à côte. J'ai encore du temps là, Gwen, ou pas? Oui, je pense. Alors, attends. Mais qui fait le timekeeper? On avait dit jusqu'à quelle heure? 45, non? Il est 49. Je me souviens plus. Claire, Allez, il m'en reste 2. Je prends les 2 dernières? Ok. Alors, pour les startups, le montant de la subvention est-il limité aux fonds propres de l'entreprise? Facile. Oui. Oh que oui. Ensuite, est-ce qu'un démonstrateur entreprise souhaitant tester la solution peut être considéré comme un partenaire? Moi, je dirais que oui, ça dépend. Enfin, en fait, ça dépend des travaux de R&D. Il faut que le démonstrateur, il ait du temps de travail de R&D pour tester la solution à justifier. Il faut que ça soit relativement significatif. Si vous êtes que 3 partenaires et que le démonstrateur, il a juste 5 000 € de test, de dépenses, on va estimer que c'est peut-être pas suffisant pour que ce soit un partenaire à part entière, quoi. Si par contre il y a 30 000 € de tests du démonstrateur avec des travaux de R&D, avec des salariés impliqués, oui. Du coup, ça dépend de votre projet, en fait, la réponse à la question. Ouais, si je peux me permettre, il doit être considéré comme partenaire à partir du moment où lui aussi va retrouver quelque chose dans le projet. Parce qu'en effet, s'il s'implique financièrement et avec des ressources humaines et financières dans le projet, eh ben, il faut qu'il ait un retour sur investissement au même titre que les autres partenaires. Donc, c'est-à-dire à la fin du projet, lui, à quoi lui aura servi le projet? Comment il va pouvoir valoriser ce qu'il a fait dans le projet? Donc voilà, quand on est partenaire, il faut que tout le monde, c'est collaboratif, donc tout le monde met un peu, mais tout le monde retrouve aussi quelque chose à la sortie du projet. Donc, les laboratoires académiques peuvent publier, avoir une renommée internationale qui grandit, etc. Les entreprises, elles, vont commercialiser une solution, un produit ou un procédé innovant à la suite du projet. Et puis voilà, donc, et chacune des 2 entreprises va pouvoir créer de l'emploi et du chiffre d'affaires à la suite du projet. Donc là, pareil, avec l'entreprise qui a le démonstrateur, il faut qu'elle puisse faire quelque chose avec ce qu'elle aura fait dans le projet à la suite du projet. Merci Gwen. Et moi, j'en vois pas d'autres. J'en ai peut-être raté, je m'en excuse, mais il me semble qu'on est bon. N'hésitez pas à continuer à poser des questions. S'il nous reste du temps à la fin, pourquoi pas, on pourra y répondre. Et au pire, on fera une réponse à l'écrit voilà, pour les questions qui n'auront pas eu de réponse en session. Donc, peut-être pour préciser, voilà, j'ai répondu tout à l'heure à la question sur la thèse chiffre, mais je m'étais arrêtée plutôt à thèse côté labo, donc côté chiffre, côté entreprise. La réponse est la même, hein. Il y a bien d'autres dispositifs aussi pour les entreprises pour financer les thèses chiffres. Donc, ce n'est pas compris, en tout cas, ce n'est pas une dépense qui est éligible pour l'appel à projet. Voilà. Nous, on a eu quelques projets où on voulait absolument valoriser la thèse chiffre, donc on l'a fait apparaître dans les dépenses, mais elle est totalement en autofinancement. Vous ne pourrez pas demander d'aide dessus, car elle est déjà aidée par ailleurs. Voilà. Mais c'est vrai que c'est important de souligner dans les dépenses non éligibles. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que c'est intéressant quand même pour le financeur de savoir qu'il y a une thèse chiffre engagée sur le projet, puisque ça apporte des éléments complémentaires sur le projet de recherche en lui-même, mais oui, ce ne sera pas compté comme dépense éligible. Ok, on est tous d'accord.
Alors, poursuivons. Du coup, c'est le moment de la success story. Donc, c'est un projet qui a été retenu à un appel à projet précédent qu'on souhaite vous présenter pour que vous voyez à peu près à quoi ressemble le type de projet qui est soutenu dans le cadre de cet appel à projet. Et donc là, je vais passer la parole à donc, François. Hop là. Si vous voulez bien activer votre micro et votre caméra. Alors, du coup, j'ai activé mon micro. Bonjour à tous. En ce qui concerne la webcam, par contre, j'ai l'impression que... Ah si, c'est bon. Ouais, super. Voilà. C'est bon. Donc, en tout cas, honoré qu'effectivement le projet qu'on a déposé à cet appel à projet il y a maintenant 3 ans, donc le projet Credoc soit considéré comme une success stories, donc j'en suis honoré. Donc, juste 2 mots pour me présenter. Donc, je suis François Paulu, je suis le président et le fondateur de la société Semsoft, et effectivement, on a déposé un appel à projet qui se positionnait en recoupement sur l'aspect économie maritime et l'aspect numérique, numérisation. Et donc, plus précisément, l'objet du projet Credoc, c'était d'automatiser des contrôles opérés notamment par les institutions financières dans le cadre du financement des opérations du commerce international. Donc, c'est quelque chose d'assez, c'est un peu un sujet de niche, mais globalement, on y est tous plus ou moins confrontés au quotidien. Le commerce international repose en grande partie sur effectivement des financements qui sont attribués par les institutions financières, les banques, donc dans les actions du commerce international. Donc, juste pour bien comprendre, de façon à mieux se projeter sur le sujet qu'on a adressé dans le cadre de ce projet. L'exportateur, lorsqu'il remplit son container, puisque dans un contexte de commerce international, les marchandises sont souvent transportées par container, lorsque l'exportateur remplit son container, il a à ce stade rarement été payé par son client, donc qui est potentiellement à l'autre bout de la terre. Et donc effectivement, il y a un petit côté anxiogène, et c'est justement le rôle que jouent les banques en sécurisant et fluidifiant le commerce international. Et au titre de cette activité, elles doivent s'assurer que l'opération commerciale qu'elles vont financer ne va aller à l'encontre d'aucune sanction ni embargo, ni dissimuler aucune activité illicite, notamment de blanchiment d'argent, qui est aujourd'hui, en fait, notamment au travers du commerce international, pratiqué par des mécanismes de sur- et sous-facturation des marchandises. Et donc, c'est aujourd'hui d'ailleurs un des principaux vecteurs de blanchiment à travers le monde. Et donc, cette activité du commerce international est une activité très fortement dépendante du papier. En fait, on parle de liasse documentaire. Donc, le mécanisme, c'est l'exportateur qui transmet à la banque tout un tas de documents, et la banque doit s'assurer au travers de ces documents de la légitimité de la transaction et par ailleurs de sa conformité par rapport aux aspects que j'ai évoqués, à savoir les aspects sanctions, embargo et lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Et donc, c'est l'objet du projet Credoc, c'était d'automatiser en fait tous les contrôles qui portaient justement sur les aspects réglementaires. Et donc, effectivement, l'objectif du projet Credoc, c'était principalement d'une part de supprimer les contrôles manuels opérés par ces institutions financières, d'une part, et d'autre part, de sécuriser les opérations du financement du commerce international en étant capable de détecter les risques associés à la transaction. En termes de partenaires, on était bien 3 partenaires bretons. Donc, il y avait effectivement CLS, dont une des antennes est basée à Brest, et donc qui est un acteur reconnu de la surveillance maritime. L'IRISA, donc qui est un centre de recherche notamment basé sur les aspects d'intelligence artificielle, et dans le cas précis du projet sur des aspects de détection d'anomalies. Et donc nous, Semsoft, qui sommes à l'origine un acteur valorisant design de recherche de l'INRIA, notamment sur des problématiques de fusion de données. Donc, c'est ce qui nous caractérise de Semsoft, c'est notre capacité à automatiser des recoupements de données entre plein de sources d'informations différentes. Et d'ailleurs, le projet Credoc, donc le slide d'après, voilà, l'intérêt de cet appel à projet pour nous, on amorçait un petit peu, je dirais, une réorientation de notre activité. Et donc, l'idée, c'était de se focaliser sur ce sujet à part entière des contrôles liés au commerce international. Et donc, l'appel à projet, pour nous, a surtout permis de financer l'industrialisation d'un premier
Proof of Concept qui avait été développé notamment avec un de nos clients HSBC, qui est donc une des principales banques du commerce international. Donc, on avait réalisé effectivement un POC sur ce sujet. Et donc, pour nous, le principal intérêt de l'appel à projet consistait à pouvoir effectivement industrialiser ce POC et par ailleurs également initier un partenariat avec CLS, puisque pour le coup, dès lors qu'on s'intéresse au commerce international, on est confronté au transport maritime des marchandises, parce que 90% du transport international, c'est principalement du maritime. Et donc, effectivement, il nous fallait pouvoir nous rapprocher d'un acteur clé du maritime. Donc, en l'occurrence, effectivement, la Bretagne est bien dotée sur ce type de sujet. Donc, on s'est rapproché de CLS. Donc, le projet a été également l'occasion tout simplement de côtoyer une entreprise qu'on ne connaissait pas et avec qui aujourd'hui, en fait, on a établi un partenariat. Et c'est aujourd'hui, en fait, notre fournisseur de données maritimes. Et enfin, en fait, le troisième partenaire qui était l'IRISA, donc qui est pour nous un partenaire académique historique, puisque ça fait maintenant plus de 10 ans qu'on collabore avec l'IRISA. Et donc là, typiquement, en fait, c'était de continuer à travailler. Par le passé, on a eu l'occasion déjà de travailler sur des problématiques liées à la fraude, mais donc là, on était sur une problématique de fraude bien particulière dans le contexte du commerce international. Et donc, c'était l'objet et l'intérêt de cet appel à projet. Le résultat du projet, comme je l'ai très rapidement indiqué, l'objectif c'était d'industrialiser un POC et donc effectivement le principal résultat du projet a consisté à nous doter d'une solution en production. Donc c'est vrai que je dirais on a assez rapidement concrétisé en fait cet appel à projet puisque effectivement en industrialisant un POC, pour le coup effectivement on est assez rapidement arrivé à pouvoir produire quelque chose. Et en parallèle de ça, il y a eu également un certain nombre de publications scientifiques qui ont été délivrées, notamment en synergie avec l'IRISA, parce que tout simplement, le contexte du commerce international, avec cette notamment pratique hautement documentaire, pour le coup, il y a beaucoup à faire en termes de détection de fraude et d'anomalies dans le contexte du commerce international. Donc, en numérisant les documents d'une part et effectivement en automatisant des contrôles, au-delà de l'industrialisation, effectivement, c'est aussi le point de départ à la capacité à pouvoir détecter automatiquement un certain nombre de risques et de fraudes dans le contexte du commerce international. En ce qui concerne le slide d'après, en termes d'expérience du montage, donc ce qui a été évoqué tout à l'heure en présentation de l'appel à projet, c'est vrai, moi, je vois que c'est un montage finalement en 2 temps en fait. Il y a effectivement une première étape de présélection qui consiste principalement à constituer un pré-dossier de candidature. Donc là, j'ai mis effectivement à l'époque le pré-dossier qu'on avait proposé, il faisait 10 pages. Donc c'est vraiment quelque chose de très accessible. Donc c'est vraiment effectivement assez simple à produire. Donc vraiment focalisé sur l'essentiel. Qu'est-ce qu'on cherche à développer, avec qui et comment au final, avec effectivement dès le départ la possibilité de solliciter les pôles pour conseil et relecture. Donc moi j'ai vraiment vu effectivement les pôles comme étant quelque part des partenaires quasi dès la création du dossier, en effectivement les incluant dès la phase de réflexion et en les sollicitant pour la relecture du pré-dossier de candidature. Et donc cette première étape de présélection se conclut par une audition devant un comité de présélection de l'appel à projet. Et donc assez rapidement, on sait si effectivement on peut entamer la seconde étape. Et donc là, la seconde étape, là on repart entre guillemets pour un second tour, mais en capitalisant déjà sur les retours qui ont été faits lors de la première étape, sur la présélection. Et donc qui nous amène finalement à produire à peu près les mêmes pièces justificatives, mais avec effectivement un niveau de détail un peu plus poussé. Et donc effectivement avec une labellisation faite par les pôles, et donc une labellisation qui globalement en fait se prépare également en amont, toujours en concertation avec les pôles, et qui au passage permet effectivement de consolider et de se faire challenger effectivement sur la rédaction et la constitution du dossier de candidature. Mon dernier slide.
En ce qui concerne les facteurs de succès et points de blocage, alors je vous avoue que pour le coup, j'ai bien eu de la peine à identifier des points de blocage. C'est vrai que le projet s'est particulièrement bien passé. En ce qui me concerne, l'appel à projet, je le trouve particulièrement adapté, notamment aux TPE-PME, et donc notamment aux TPE, puisque à l'époque, quand on a soumis Credoc, on était encore une TPE. Le montage n'est franchement pas chronophage, notamment du fait effectivement de ce découpage en deux phases. Savoir que pour le coup, on ne s'engage pas si effectivement on n'est pas retenu, enfin on s'engage pas plus en amont, plus en avant si on n'est pas retenu lors de la première phase. Donc c'est vraiment un montage qui n'est pas trop chronophage. Et par ailleurs, effectivement, en ce qui me concerne, en tout cas, les échanges, j'ai fortement apprécié les échanges avec la région et les pôles, que je considère comme étant des échanges bienveillants et qui nous ont vraiment permis, effectivement, de produire des dossiers, je dirais, assez facilement, et puis en étant capable, effectivement, de venir apporter les éléments complémentaires d'information dès lors qu'effectivement le pôle demandait effectivement des compléments d'information sur des petits points bien précis, comme par exemple le modèle économique associé à la future offre qui serait produite au travers de l'appel à projet. Donc, ce qui, globalement, en fait, je dirais, au-delà de répondre à la question, nous amène tout simplement à nous poser, nous aussi, de notre côté, en fait, les bonnes questions. En ce qui nous concerne, et donc on m'a dit effectivement de partager éventuellement quelques conseils. C'est vrai que pour le coup, en fait, à mon sens, notamment quand on est une structure de taille modeste, c'est vraiment très important lorsqu'on s'engage dans un projet collaboratif, de faire en sorte que ce projet s'inscrive vraiment dans la logique de développement de sa société. Pour le coup, effectivement, ça maximise les chances que ce projet se concrétise positivement. Et par ailleurs, de s'assurer que l'ensemble des partenaires qui vont être impliqués dans le projet, pour le coup, en fait, voient tous l'intérêt de ce projet. Et enfin, le dernier point, c'est vrai que là, typiquement, dans notre cas, on avait déjà, en amont de cet appel à projet, pu qualifier le besoin et le sujet qu'il fallait développer. Et donc, quelque part, en fait, il y avait déjà une préqualification qui avait été faite, notamment auprès d'HSBC, qui d'ailleurs, pendant tout le projet, je ne l'ai pas mentionné comme partenaire, mais on s'en est servi, entre guillemets, comme bêta-testeur, et ils ont effectivement joué le jeu en étant effectivement assez réactifs par rapport à tout ce qu'on développait et à nous faire des retours au plus proche, finalement, des développements réalisés dans le contexte du projet Credoc. Donc, voilà ce que je pouvais vous partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Super. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage, ce retour d'expérience très positif, du coup. On n'a pas fait exprès de choisir celui-là, dites. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et puis, si vous pouvez rester jusqu'à la fin, éventuellement, pour s'il y a des questions. Si vous ne pouvez pas, on retransmettra les questions de toute manière. Non, il n'y a pas de souci, je peux rester un petit peu encore. Voilà, merci beaucoup. Donc là, on passe à la présentation des 7 technopoles de Bretagne avec Olivier. Donc, par rapport à leur rôle sur cet appel à projet-là et aussi leur rôle de manière générale et sur d'autres appels à projet que eux peuvent piloter. Du coup, je laisse la parole à Olivier. Merci Gwen, bonjour à tout le monde. Olivier Denoal, donc du réseau des 7 technopoles de Bretagne. En 5 minutes, 3 messages clés. Le premier, qu'est-ce que c'est qu'une technopole? À quoi ça sert pour les entreprises? Le deuxième, qu'est-ce qu'on apporte en complémentarité des pôles au sein de l'appel à projet croisement de filières? Et puis le troisième, une information sur un autre appel à projet sur l'innovation numérique. Donc le premier point sur les technopoles en Bretagne, comme vous le voyez sur cette carte, donc il y a 7 technopoles en Bretagne qui couvrent l'ensemble de la région. Et l'objectif général d'une technopole, c'est d'accompagner toute entreprise innovante, quel que soit son secteur d'activité économique et quelle que soit sa maturité. C'est-à-dire qu'on accompagne les entreprises de leur création jusqu'à leur développement, et on accompagne les entreprises, que ce soit des TPE jusqu'aux grands groupes, toujours avec ce prisme d'innovation. Donc, par rapport au pôle, on a une entrée non thématisée, on a une entrée généraliste et sur un accompagnement individuel en complémentarité avec les pôles qui sont sur des projets collaboratifs.
Donc ça, ce sont les technopoles et vous retrouvez vos contacts technopolitains, puisque comme vous le voyez, on a des périmètres géographiques. Et donc, vous retrouvez nos contacts sur le site internet des 7 technopoles de Bretagne. Deuxième information concernant l'appel à projet croisement de filières. Donc là, les pôles ont bien expliqué tout le lead qu'ils font sur cet appel à projet et l'accompagnement thématique, l'accompagnement d'experts sur les 7 pôles. Les technopoles, nous, on va venir en complémentarité sur une entrée plus généraliste, comme je le disais, puisque en lien avec les pôles, là, on va plutôt essayer de voir quelle est l'opportunité d'aller sur un projet collaboratif, sur un appel à projet qui est en plus assez exigeant, le croisement de filières. Et donc, on essaye, avec la connaissance que l'on a fine de l'entreprise, qu'on a des contacts très réguliers avec eux, de voir si c'est le moment de monter dans un consortium. On essaye également de voir par rapport à la stratégie financière de l'entreprise si elle est en capacité de monter dans un consortium. Et donc, on veille en lien avec les pôles à la qualité du consortium et si finalement il n'y a pas une prise de risque trop importante, puisque les projets collaboratifs ne sont pas faits pour toutes les entreprises. Ça dépend aussi de sa maturité, sa capacité à faire. Donc, on est vraiment là pour appuyer les entreprises, pour faire du lien avec les pôles, pour essayer de dérisquer un maximum finalement le projet innovant. Et là aussi, en appui des pôles, on peut apporter un appui sur la relecture et puis aussi et surtout sur les perspectives post-projet collaboratif, de voir finalement en termes de business, de marché, qu'est-ce que ça va apporter à l'entreprise individuellement. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on fait en complémentarité entre pôle et puis technopole. Et la troisième information que je voulais vous apporter concernant un autre appel à projet qui est d'actualité également, parce qu'on est à peu près sur le même pas de temps que l'appel à projet croisement de filière, c'est l'appel à projet sur l'expérimentation d'innovation numérique qui est également financé par la région Bretagne. Et cette fois-ci, le lead de cet appel à projet est assuré par les technopoles. Donc l'objectif, sur la slide suivante, Gwen, l'objectif, c'est de pouvoir proposer des produits ou des services numériques et donc en favorisant une expérimentation. C'est pour ça que les bénéficiaires, il y en a au moins 2. Donc, il faut au moins un consortium de deux acteurs, avant tout une PME bretonne et puis également un expérimentateur. Alors, qui peut avoir des statuts différents. Ça peut être une entreprise, mais ça peut être aussi une association, ça peut être une collectivité locale qui va venir là en appui de la PME pour tester la solution proposée par la PME. Donc, il faut que les acteurs soient bretons, les 2. Il peut y avoir plusieurs expérimentateurs, mais il en faut à minima 2 et 2 bretons. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir un premier référencement client, puisqu'il y a 2 possibilités. C'est soit une première mise sur le marché de la solution numérique, soit c'est l'adaptation d'une solution existante sur un autre marché. Alors, un exemple, ça peut être un producteur de logiciels qui va travailler avec une collectivité locale pour optimiser le pilotage de l'éclairage public. Donc là, on a bien une PME bretonne qui offre une solution et qui va la tester auprès d'une collectivité locale qui va être l'expérimentateur. En termes de financement, c'est la PME bretonne qui est financée par la région. Le budget doit être supérieur à 50 000 € et il y a 2 modes de financement possibles. Le premier, c'est une subvention et qui sera à hauteur maximum de 35% du budget global. Donc, ça fait une subvention de 50 000 € pour environ 140 000, 145 000 € de budget global. Ou ça peut être aussi une avance remboursable. Cette fois-ci, le taux augmente, on arrive jusqu'à 50% du projet global avec un maximum de 150 000 €. Donc, on est sur 300 000 € de budget total et le projet doit se réaliser sur un temps maximum de 24 mois. Pour déposer, il faut déposer auprès de votre technopole et c'est un appel à projet en fait où on peut déposer toute l'année et il y a deux relevés. Le prochain relevé, c'est un projet à déposer auprès de votre technopole le 14 mars. Il y a ensuite un comité de sélection en avril pour un début des projets en juin-juillet. Et puis, il y aura un deuxième relevé, cette fois-ci en septembre, pour un comité de sélection
en octobre et un début des projets en janvier 2023. Donc voilà pour cette information sur l'expérimentation innovation numérique. Et donc vous retrouvez toutes ces informations-là, soit sur le site des 7 technopoles de Bretagne, soit sur le site également de la région où il y a un descriptif de cette aide. Donc voilà pour les 3 informations que je voulais vous apporter. Merci au pôle. Merci Olivier pour cette présentation. Donc, on passe au pitch projet et donc là, on va passer en fait à des personnes qui ont déjà un projet qui serait potentiellement éligible dans le cadre de l'appel à projet et qui souhaitent le présenter pour pouvoir susciter l'intérêt chez des potentiels partenaires. Voilà. Donc, le premier projet, ça va être Monsieur Offray. Donc, je vais vous donner la parole si vous l'acceptez. Oui, vous m'entendez? Voilà, parfait. Oui, super. Voilà. Donc, je coupe ma caméra et mon son. Oui, alors merci déjà de donner cette opportunité de présenter Aodine. Aodine, c'est une start-up à mission que j'ai créée au mois de juillet 2021 qui a pour mission de lutter contre le réchauffement climatique et ses effets néfastes sur les littoraux marins ou fluviaux en développant des services et des projets et des innovations durables. Alors Aodine se structure autour d'une expertise en transition socio-écologique, industrielle et innovation, avec un focus particulier sur tout ce qui est ENR et EMR. Et donc, on a commencé à construire une feuille de route grâce à des partenaires de recherche et innovation académique de premier plan, qui sont la Rennes School of Business et l'Université Bretagne Sud. Pour l'instant, l'équipe dirigeante est représentée par 2 personnes, moi-même et puis Frédéric Dercourt, qui assiste également à ce webinaire, qui a un profil très industriel. Pour ma part, j'ai fait toute ma carrière dans l'énergie, les services à l'énergie. Donc, slide suivante, s'il vous plaît. Alors, je suis aussi inventeur d'un système hydrolien hybride modulaire dont le brevet a été déposé avec extension internationale sur 130 pays. Et donc, l'idée est de produire de l'hydrogène à partir des courants marins, qui sont soit des courants de marée, des courants thermohalins, donc comme le Gulf Stream ou le Nokoshio, mais également des courants dits fluviaux, qui dans des estuaires comme celui du Congo par exemple, on a 200 mètres de fond, peuvent en fait très proches du marin. La spécificité du système, c'est qu'il peut s'adapter à tout gisement de courant, entre 10 mètres de fond jusqu'à plus de 300 mètres. L'autre spécificité, c'est qu'il est totalement transparent d'un point de vue écologique. Il assure la continuité écologique et il n'y a aucun risque pour la biodiversité puisque aucune partie tournante n'est accessible. Il est extrêmement résistant aussi à tout ce qui est OFNI, des objets flottants non identifiés comme des cordages, des filets, etc. Il est aussi en régime laminaire, ce qui garantit le silence, une meilleure densité d'implantation au mètre carré de surface maritime allouée et une meilleure fiabilité globale. Voilà, donc inspiré également, bio-inspiré de la margate, la sèche, qui a une capacité d'adaptation extrêmement forte à son milieu. Donc on recherche des partenaires industriels et early adopters clients, donc des territoires d'expérimentation ou des gens de la mobilité maritime, puisque l'enjeu colossal auquel on veut répondre, c'est la décarbonation de la mobilité maritime et des ports en général, avec ce système qui permet également de décarboner les derniers kilomètres des bateaux, puisqu'il peut être tracté et produire de l'hydrogène par le bateau lui-même, surtout s'il y a une assistance vélique sur ce bateau. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et on est ouvert, après avoir répondu à un appel à projet EIC Pathfinder en monopartenaire, on est ouvert à des collaborations en consortium, sachant que j'ai moi-même une expérience en montage de ce genre de projet, notamment Horizon 2020 européen. Super, Voilà. merci beaucoup. Parfait.
toujours pareil, si vous avez des questions sur donc l'appel à projet des Technopoles ou le pitch de Monsieur Offray, n'hésitez pas à poser des questions et on pourra peut-être y répondre après si vous pouvez rester présent. Merci. Je vais donc passer maintenant la parole au pitch suivant qui est Datamea. Et donc, c'est Jean-François. Normalement, ce devrait être bon. Voilà. Alors, je mets la diapo. Vous m'entendez? Oui, 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 parfait. Alors, je ne sais pas Voilà. si vous me voyez. Alors, on ne peut pas vous voir parce que c'est le petit défaut. Voilà, c'est juste le micro. Parfait. Voilà. Merci de me donner la parole. Donc, Datamea, c'est un projet d'innovation technique vertueuse. Notre ambition, c'est de centraliser et simplifier la gestion de nos données personnelles et de capter leur valeur pour financer des projets à impact positif. Alors, comment on va s'y prendre? C'est qu'on propose un écosystème en fait, dans lequel les utilisateurs peuvent contrôler leurs données, les enrichir et les partager avec les entreprises en échange d'une contribution de l'entreprise vers des projets à impact. Donc, c'est une façon vertueuse de solliciter de la donnée tout en donnant du sens pour les utilisateurs qui, grâce à leurs données, participent au financement de projets à impact. Donc concrètement, c'est une solution en mode SaaS qui s'interface avec les systèmes d'information des entreprises et les utilisateurs ont accès via une application mobile ou un site internet. Donc la société est créée depuis à peine 2 ans, nous sommes 5 associés. Moi, je suis entrepreneur depuis 2004, j'ai déjà créé une première entreprise que j'ai vendue. Et nous sommes en phase, d'idéation, enfin, nous finalisons la phase d'idéation et on doit tester la mise en marché. Voilà en fait un petit peu où nous en sommes. Ce qu'on recherche, ce sont des partenaires et des ressources pour expérimenter avec nous et tester la faisabilité de la solution sur des cas concrets pour lancer un premier POC. Donc idéalement, nous recherchons des partenaires prêts à s'investir en temps et en réflexion sur ces sujets. Évidemment, on recherche aussi des financements ou des cofinancements pour les étapes de faisabilité et de développement. Voilà. Alors, il y avait un deuxième slide, normalement, mais voilà. Où on expliquait les bénéfices pour les différentes parties prenantes de la solution. Et donc, les bénéfices pour les citoyens, c'est de centraliser la gestion de son consentement, de gérer et de piloter ses données, de bénéficier d'une meilleure transparence et confiance numérique et de donner du sens à ces données. Et le bénéfice pour les entreprises, c'est de simplifier sa RGPD, de simplifier la bannière cookie, voire de les faire disparaître via un consentement plus global, d'améliorer l'enrichissement des données clients, d'accéder directement aux préférences de ses clients, renforcer son impact RSE en cofinançant des projets impact grâce aux données de ses clients. Et puis, ça renforce évidemment la confiance et la transparence de leurs clients et ça diminue le risque CNIL. Voilà pour une présentation rapide. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup à vous. C'était en effet très rapide, super. Et donc, la prochaine personne, c'est Mobility Tech Green, c'est Camille. Alors, que je vous trouve parce que là, c'est ma faute, je ne me suis pas préparée. Hop là. Donc, je vais vous donner la parole. Normalement, vous devez pouvoir ouvrir votre micro maintenant. Alors, vous êtes... Ah, parce que vous êtes au téléphone. Non. Alors, voilà. Là, ça devrait le faire aussi. Sont coupés par le participant. Vous pouvez activer votre micro normalement. Hop là, si je fais ça. Bon, au pire, je passerai la parole d'abord à Götiker, éventuellement pour ne pas persister sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Voilà, bon, moi, je vais passer la parole à Monsieur Pézan. Ce sera peut-être plus facile en attendant que vous puissiez voir si vous pouvez activer le son de votre côté. Donc, bonjour, monsieur... vous m'entendez? Ah, ça fonctionne.
Superbe. Ah, parfait. Ah, voilà. Bah écoutez, c'est parfait. Quand on insiste un peu, ça finit par passer. Donc, bonjour à tous. Donc, merci de nous laisser la parole aujourd'hui. Donc, Mobility Tech Green, c'est une entreprise rennaise qui travaille dans le développement de logiciels. Et aujourd'hui, notre projet, c'est le projet eFleet, donc qui sera un logiciel d'accompagnement vers la transition énergétique de la flotte des entreprises. Donc, si on peut passer à la deuxième slide, s'il vous plaît. Donc, aujourd'hui, eFleet s'inscrit dans un contexte réglementaire puisque les entreprises vont être obligées, notamment à travers la loi d'orientation des mobilités, à atteindre 50% de part de véhicules à faible émission lors du renouvellement de leur flotte en 2030. Et cette loi s'applique du coup depuis cette année au 1er janvier 2022 à hauteur de 10% du renouvellement, donc depuis le 1er janvier 2022 de cette année. Et c'est pourquoi nous avons comme projet eFleet qui permet donc d'accompagner les entreprises dans la transition énergétique de leur flotte, sachant qu'il n'y a pas que cette loi, il y a aussi la création des zones à faible émission, les bonus écologiques, les écotaxes, les taxes sur les véhicules de société. Et nous avons pensé à cette solution eFleet à travers plusieurs fonctionnalités, notamment un score de convertibilité qui permettrait donc aux entreprises de connaître un pourcentage de conversion à l'électrique potentiellement ou à d'autres énergies à faible émission. Et ce score de convertibilité pourrait être adressé à chaque véhicule tout en conservant l'usage des véhicules pour que cette convertibilité et cette transition vers des véhicules moins polluants puisse se faire sans qu'il y ait des problèmes d'usage, d'utilisation et que les entreprises n'aient pas à faire demi-tour et à reprendre un autre véhicule plus adapté à leurs usages. On a également d'autres fonctionnalités, comme par exemple faire un état des lieux du véhicule, également adresser une note d'éco-conduite au conducteur pour qu'il puisse toujours s'améliorer. On aura également le pilotage de la loi de roulage et la géolocalisation, mais sans tracking des véhicules. Donc voilà ce qu'est eFleet aujourd'hui et nous recherchons donc des démonstrateurs, donc des entreprises qui pourraient potentiellement tester ce produit, cette solution sur leur flotte de véhicules. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci à vous, super. Alors, je ne vois pas Monsieur Pézan pour le pitch d'après dans les participants. Je ne peux donc pas lui donner la parole. Je ne sais pas si c'est Marie-Christine, si tu as des informations sur Monsieur Pézan ou quelqu'un qui l'aurait remplacé en dernière minute. Alors normalement, Gwen, c'est Thomas Pézan effectivement qui fait la présentation, ou sinon Axel Pilissé, peut-être est-il présent. Voilà, je vois, d'accord. Eh bien, je vous donne la parole. Alors, en effet, Axel, je vous vois, hop là. Pardon, je cherchais Thomas Pézan. Merci Marie-Christine. Hop là. Donc normalement, c'est bon, vous pouvez prendre la parole. Alors, voilà, super. C'est pas Monsieur Pélissière, mais c'est Monsieur Pézan qui participe. Voilà. Vous m'entendez? Voilà. Oui, c'est parfait. Ok, c'est tout bon. Alors, bonjour à tous. Donc, Gutiker est une plateforme de télésurveillance qui permet la détection précoce des complications. Et donc, cette plateforme, elle intègre des programmes thérapeutiques paramédicaux qui permettent en fait de prolonger les rémissions des patients et d'améliorer leur qualité de vie. Donc, on dispose déjà d'une pipeline qui est composée de plusieurs solutions pour des maladies digestives et hépatiques. Donc, nous avons Gutiker IBD qui va être à destination des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Gutiker IBS qui est à destination des patients atteints du syndrome du côlon irritable et de troubles fonctionnels intestinaux. Et enfin, Gutiker NASH qui est à destination des patients atteints de la maladie de NASH. Donc, du coup, notre solution a une quelconque évolution, on va dire. Nous avons commencé en fait par développer Gutifollow, qui était essentiellement une solution de télémédecine avec des consultations en visio auprès de professionnels de santé paramédicaux, ainsi qu'un accompagnement, donc messagerie 24 heures sur 24 pour les patients.
Et là, nous sommes en développement donc de Guticare, qui va être plutôt des programmes de thérapeutique numérique, plus de la télésurveillance, donc qui vont être composés d'un accompagnement thérapeutique personnalisé, un suivi en temps réel des patients, une prolongation des phases de rémission, une détection précoce des rechutes, ainsi qu'une détection précoce des tolérances au traitement. En parallèle de ça, donc on développe aussi dans le projet Horizon Europe GutiPredict, qui est une solution de médecine prédictive pour les patients essentiellement atteints de MICI, donc les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qui permet en fait une prédiction des complications et une identification de nouveaux marqueurs. Donc, je veux bien que vous passiez à la slide suivante, s'il vous plaît. Parfait. Et donc nous recherchons principalement deux types de partenaires, donc qui seront les partenaires entreprises constitués des laboratoires pharmaceutiques. Ensuite, on a les sociétés medtech et également les entreprises privées qui vont avoir un lien avec nos aires thérapeutiques et ou nos technologies. Donc, on a également les partenaires de recherche qui vont être essentiellement les laboratoires de recherche spécialisés en immunologie, en gastroentérologie, en hépatologie et aussi en identification de marqueurs prédictifs. Donc, on déploie actuellement notre solution dans plusieurs hôpitaux et nous travaillons donc sur l'analyse des données récoltées. Et donc, on entre dans deux domaines d'innovation stratégique qui vont être, alors même trois, parce qu'il y a aussi donc les nouvelles applications numériques. Donc, c'est l'économie alimentaire du bien manger pour tous et l'économie de la santé, évidemment, et du bien-être pour une meilleure qualité de vie. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Super, merci. Ah bah, heureusement, on vous a retrouvé. Vous n'aviez pas pris le même nom. Non, c'est OK. l'empêchement, c'est pour ça. Je vous remercie. Merci. Alors, donc, on passe maintenant aux fiches de compétences, c'est-à-dire des personnes qui veulent présenter leurs compétences pour pouvoir intégrer des projets de R&D. Donc, la première personne qui va présenter, c'est Monsieur Tréguier. Je vais vous donner la parole. Normalement, vous devriez pouvoir la prendre. Voilà, super. Allô. Normalement, ça fonctionne. Ouais, voilà, on vous entend. Super. Et je vois le slide, donc c'est parfait. Bonjour à tous. Alors moi, je suis donc Yohan Tréguier, ingénieur électronicien avec 18 années d'expérience dans la conception d'objets connectés et de systèmes embarqués. Donc j'ai créé la société Altio il y a maintenant 6 mois afin de proposer des prestations pour la conception de systèmes électroniques. Donc en fait un bureau d'études en électronique. Pour l'instant, je suis seul, mais je vise à m'associer rapidement avec des personnes qui ont des compétences en fait complémentaires, notamment dans le domaine de la mécanique et mécatronique, donc parce que il faut bien un peu de boîtier autour de l'électronique, et également une personne dans le domaine de l'informatique qui m'aiderait à proposer les logiciels de pilotage de ces cartes. Le plus gros de mon expérience se situe dans le domaine des objets connectés, autonomes, donc très basse consommation et communiquant en radiofréquence. C'est l'exemple de la carte qu'en bas à gauche, une de mes dernières créations. Et donc équipé de communication sans fil, principalement cellulaire et LP WAN. Mais j'ai également développé des produits plus typés industrie, comme notamment le projet sur lequel je travaille en ce moment, qui consiste à piloter de la production d'hydrogène. Donc c'est ce que vous voyez en bas à droite. Donc voilà, je suis basé à Quimperlé, et donc n'hésitez pas à me contacter. Merci beaucoup, bonne journée à tous. Merci. Alors, la prochaine personne, c'est Anaximandre. Monsieur Mordret, je vais vous donner le son, voilà. Hop là, normalement c'est bon, il faut que vous ouvriez votre micro, voilà, super. Oui, donc si vous m'entendez, oui, voilà. Oui, ouais, super. Merci bien. Et la slide, s'il vous plaît. Donc bonjour à tous. Donc Anaximandre, c'est une jeune entreprise de presque 24 ans maintenant. Donc il y a trois spécialités. La première, c'est la communication scientifique et technique, en raison de mon parcours d'ancien chercheur, donc qui permet d'avoir cette double compétence sur un certain nombre de projets collaboratifs. Le deuxième axe, c'est le développement logiciel. Donc on développe pas mal d'applications en mode SaaS et d'applications mobiles avec des technologies web relativement classiques. Et le troisième axe, c'est le big data et science et data visualisation.
Et on a donc pas mal d'expérience en tant que partenaire de projets collaboratifs de Polmer, Valorial, d'ANR Prima et d'autres projets européens, puisqu'on fait à peu près 4 à 5, voire 6 ou 7 projets européens par an avec un autre partenaire en Allemagne qui s'appelle ESCI, European Scientific Communication Institute. Donc, si vous avez des besoins dans les 3 axes de développement que je vous propose sur le slide, n'hésitez pas à nous contacter. On est basé à Landerneau, dans le Finistère. Merci. Merci. Ensuite, c'est Madame Ledigou, je crois, pour la Chambre d'agriculture. Donc, hop là. Voilà, je vous ouvre le micro. Normalement, c'est bon. Voilà, super. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Ah, alors par contre, je n'ai pas la diapo à l'écran, donc ah voilà, parfait. Donc, merci de nous offrir ce type de possibilités pour présenter nos compétences. Alors, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent la Chambre d'agriculture et peut-être beaucoup d'autres pas. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir sur cette diapo, puisque nous avons 1 minute, c'est les contacts. Voilà. Je dirais en bas de la diapo, du diaporama qui vous sera transmis, il y a les contacts. Donc, moi-même, je suis Anne Dubigou et vous voyez qu'il y a un autre contact qui s'appelle Mathieu Maire. Donc, si tant est que un de vos projets peut avoir besoin de nos compétences, eh bien, vous pouvez nous contacter, bien entendu, directement. Donc, en gros, quand même, ce qu'il faut savoir sur la Chambre d'agriculture. Donc, on a un axe stratégique majeur qui a été réaffirmé, réorienté par nos élus pas plus tard que l'année dernière. C'est bien accompagner les transitions. Donc, ça fait écho à ce qui a été dit dans la présentation, notamment de la stratégie S3. Donc, en traduction, chez nous, c'est initier, accompagner les co-constructions d'une agriculture résiliente et multiperformante. Beaucoup de mots-clés. Et comment fait-on pour accompagner ces transitions? On s'appuie sur, je dirais, 3 activités opérationnelles majeures. Une première activité, ce que vous avez à l'écran, c'est la recherche appliquée. Deuxième activité assez montante et forte autour de l'innovation et une activité de développement. Alors ça, c'est notre jargon. Je ne sais pas si pour tout à chacun, c'est très clair ce que l'on y met derrière, mais en clair, donc, recherche appliquée, c'est 4 stations expérimentales, l'une en lait, l'autre en production porcine, l'autre en production légumière et en grande culture, donc avec des ingénieurs, des équipements et des situations réelles en exploitation. Ce que l'on met nous derrière le mot innovation, c'est une 50aine de groupes d'éleveurs avec lesquels on travaille. On fait de la recherche collaborative avec eux. Ils sont associés à la fois sur la remontée de terrain et sur des situations de test. Voilà ce que l'on met derrière le mot innovation. Donc, c'est une 50aine de collectifs d'agriculteurs. Derrière le mot développement, eh bien, ça peut faire écho aux projets qui sont aujourd'hui discutés. C'est toute la dimension diffusion, transfert. C'est-à-dire qu'avec cette dimension développement, on peut, pour ceux qui pourraient être intéressés de travailler avec nous, vous apporter, je dirais, la proximité avec le marché des exploitants agricoles. Donc, dans toute cette dimension, pour aller au plus près du terrain, et on a un réseau, vous avez sur la carte les points d'ancrage territorial qui permettent à la fois écoute des besoins, donc repérage, innovation, et d'un autre côté, diffusion, transfert pour toute nouvelle, activité, innovation qui pourrait être conduite dans les projets. Donc aujourd'hui, on peut être on a une expérience de projet, on a plus de 200 projets de recherche et de développement en cours dans l'entreprise, et on a une expérience de projet, dont des projets collaboratifs ou des projets H2020, comme certains ont été déjà cités. Donc en bref, on peut être je dirais, ça a été cité tout à l'heure, on pourrait être des bons démonstrateurs. Donc, ça veut dire qu'on peut, dans un projet, être à la fois partenaire et ou prestataire. Ça, c'est des choses qui se discutent, mais on a tout ce qu'il faut pour être des bons, je dirais, démonstrateurs pour ceux qui souhaiteraient travailler avec nous, qui souhaitent être sur le marché de l'agricole. Et voilà, en gros, je ne vais pas aller beaucoup plus loin, il y a les coordonnées. Et pour toute question, vous pourrez revenir vers nous.
Ok, super. Merci beaucoup. Je vais passer maintenant la parole du coup à Monsieur Planquette. Hop là, normalement. Ah bah oui, super. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, d'accord, parfait. Donc Simtex, on était il y a 10 ans, on se présentait comme un bureau d'études en mécanique. Maintenant, on se présente, on a grandi, on est 9 personnes, dont 7 ingénieurs d'études en mécatronique qui expérimentés. Et on se présente plutôt maintenant comme une structure d'ingénierie globale de la conception de produits. Pour faire imager, on vous accompagne de l'idée à l'industrialisation et à la conception de vos produits. Nos principales expertises tournent autour de nos métiers historiques qui sont la conception mécanique de produits, notamment lorsqu'il s'agit de produits qui fonctionnent en environnement contraint, qui sont dépendants de normes très spécifiques, par exemple les dispositifs médicaux ou des normes ATEX liées à l'explosivité, des produits qui intègrent des cartes et des composants électroniques, optiques ou des cinématiques, du design particulier. On a acquis depuis une véritable expertise en simulation numérique pour la validation de nos conceptions ou des conceptions de nos clients, que ce soit des calculs mécaniques pour la résistance aux efforts, des expertises en thermique, notamment pour les objets connectés, qui sont de plus en plus contraints et qui ont de moins en moins de possibilités de refroidissement, avec des puissances de calcul de plus en plus importantes avec l'intelligence artificielle, ou des expertises en fluidique pour valider des mélanges ou l'homogénéité de montée en température. Ça marche bien aussi sur tout ce qui est dispositif pour l'agroalimentaire. On peut vous accompagner également dans la réalisation de maquettes, de prototypes, de tests en situation ou en laboratoire. Et depuis moins longtemps, plus récemment, on réalise aussi de l'intégration de produits en petite série. Nos domaines d'activité sont assez variés, mais on peut citer le médical, la réalisation de dispositifs médicaux, le machinisme agricole, des produits, du matériel d'élevage, des objets connectés, tout ce qui est Smart City, Industrie 3.0. On est présent également dans le milieu du nautisme, de la mobilité, notamment les solutions de mobilité douce, et beaucoup d'autres domaines. Depuis 10 ans, on a développé plus de 350 produits. On recherche aujourd'hui effectivement des nouveaux partenaires pour travailler en collaboration pour des projets de plus en plus ambitieux. À titre d'exemple, on a déjà réalisé 2 projets collaboratifs. Le premier en 2017 était avec la société Thibot Technologies dans la robotique avicole. C'est un projet qui était labellisé EMC2 avec le laboratoire Ethos de l'Université de Rennes 1 et Italie. Et le deuxième est plus récent, 2019, avec la société Polymorph, un projet co-labellisé EMC2 et Images et Réseaux, et avec le support du département FAS de Centrale Supélec. Voilà, donc en conclusion, on est ouvert à toutes les formes de collaboration, l'idée étant d'arriver à un produit qui répond aux besoins et qui est un succès sur son marché. Merci beaucoup. Et merci, Monsieur Planquette. Donc là, je vais donner la parole à Madame Tardivelle. Hop là. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Oui, voilà. Oui, enfin, à chaque fois, je dis que moi, j'entends. Alors, j'espère que tout le monde entend parce que moi, j'entends tout en tout cas. C'est bon. Bonjour, donc Sophie Tardivelle, je pilote la société d'Optime. Nous sommes spécialisés en data science et nous avons 3 socles de compétences. Le cadrage de projet au démarrage, donc on le fait notamment pour BPI France et Brest-Femme. Le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle sur des sujets de maintenance prédictive, contrôle qualité, transcription d'images ou amélioration d'un suivi à distance. Et nous disposons d'une plateforme pour orchestrer ces algorithmes et aussi des automates complexes pour faire de la recherche et de l'exploration sur des données hétérogènes, pour aider le partage de données entre les utilisateurs avec la traçabilité et la gestion des consentements, et puis pour leur offrir des tableaux de bord personnalisés pour la prise de décision rapide. Et nous sommes présents dans l'industrie, notamment la mécanique et les soudures, l'agriculture, le maritime, la santé, le biotech et les archives. Et nous sommes dans différents pôles et Merci beaucoup. C'était rapide et efficace.
Je passe la parole à Monsieur Guy. Alors, normalement, c'est bon. Vous pouvez ouvrir votre micro. Hop là. Ça marche. Bonjour, Voilà. je suis Oui, on vous Frédéric. Très bien. Je suis Frédéric Guy, responsable de l'association CIRBIF, qui est une ferme expérimentale dans le Morbihan, à Moron, et qui regroupe les acteurs de la filière lait et viande pour la production de viande issue du cheptel laitier. Et pour ce faire, donc, sur l'exploitation, nous avons à vocation l'engraissement de bovins issus du cheptel laitier et la production fourragère. Et donc finalement, sur la station, ce qu'on peut faire, c'est comparer les rations d'engraissement pour évaluation des impacts technico-économiques, et on peut aller jusqu'à la qualité des produits. On peut aussi, sur la partie fourragère, comparer les compositions prairiales ou des cultures fourragères vis-à-vis du réchauffement climatique, par exemple. Et après, on peut faire tout ce qui est des mesures sur les animaux ou sur les prairies, avec l'acquisition de données par des outils de mesure, type échographe, donc pour relever l'épaisseur de gras, de couverture, ou pour relever des problèmes sanitaires, et notamment une échographie des poumons sur des veaux de 15 jours, 3 semaines. On peut faire des mesures avec des herbomètres sur les prairies, ou tester des herbomètres connectés, par exemple. On peut tester dans le test de matériel, on a déjà testé des images, un portique qui permet d'avoir une image 3D des animaux. Donc on peut mettre à disposition les animaux pour réaliser ce type de mesures. On a utilisé aussi des stéthoscopes connectés. On peut utiliser et on utilise des clôtures virtuelles également. Donc tout type de mesures sur des bovins âgés de 15 jours, 3 semaines jusqu'à 18 mois, 20 mois, ou voire sur des vaches de réforme. Et pareil pour les fourrages, que ce soit de l'ensemencement, de la mise en culture ou des récoltes, on peut aller d'un bout à l'autre de la culture. Voilà pour nos compétences. Merci. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à l'ABOCA, donc à Madame Da Silva Pinto. Hop là, normalement, vous pouvez activer votre micro. Oui, Voilà. bonjour, vous m'entendez? Par contre, je me suis permis de ne mettre qu'une slide. Très bien. Voilà, la première. Oui, parfait. Voilà, comme on m'a dit, je m'appelle Michelle Da Silva Pinto, je suis ingénieure alimentaire dans le service recherche et développement à l'ABOCA. Donc l'ABOCA, c'est laboratoire de conseil, expertise et analyse. C'est aussi 5 plateaux techniques en Bretagne. Les 4 domaines d'activité qu'on peut voir, santé animale, santé végétale, agroalimentaire, eau et environnement. Donc, vous pouvez voir à dans la liste qui n'est pas exhaustive, c'est une liste d'analyses, les analyses que nous réalisons, les matrices avec qui nous travaillons. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins spécifiques aussi, parce qu'on est R&D. Alors, nous développons à façon. Nous sommes agréés Crédit Impôt Recherche. Et nous participons également à des projets collaboratifs. C'était le 2e slide, mais ce n'est pas grave parce que, c'est-à-dire, ce que j'avais écrit, c'est que le genre de projet collaboratif, c'est des projets industriels agréés CIR avec nos expertises en analyse, et contrôle de procédés, développement de nouvelles analyses, accompagnement pour le traitement des eaux, par exemple, avec une modification de filière. Mais nous participons aussi aux projets européens. 2 exemples, projet Preventing Plastic Pollution pour la prévention de la pollution par le plastique de la source à la mer. Et après, un autre projet avec notre expertise en alimentaire. Le projet, c'est Cool Food Pro pour aider les restaurants de secteur public et privé à modifier leurs pratiques et à contribuer à atteindre la neutralité en carbone. Voilà, ici, nous contactent aussi, comme tout à l'heure,
On disait, c'est le contact le plus important, donc mon contact, et aussi celle de la directrice déléguée à la recherche et développement, Madame Gaëlle Durand. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, j'avais enlevé parce que par souci d'équité, on avait demandé une slide, mais vous avez bien résumé. Merci. Et puis enfin, je vais passer la parole à Michel Ferré. Hop là, donc normalement, je fais sur la... Voilà, ça devrait fonctionner. Super. Donc normalement, on vous entend, ouais. Ou pas? Non. Alors, si, on vous entend, parce que je m'entends moi-même en plus. Gwen, c'est très... Non, on ne l'entend pas. J'ai plusieurs micros, donc je peux éventuellement mettre d'autres micros. Comment? Vous m'entendez là, normalement? Oui, Michel. voilà. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Je vous présente Wainvam. Wainvam est une start-up créée en avril 2020, basée à Lorient, en fait à Pleumeur. Et nous développons, comme la slide le montre, des capteurs quantiques basés sur une technologie de diamant à centre NV. Je vais vous passer le petit cours de physique théorique et de physique quantique. Il faut juste se souvenir ou comprendre que nos capteurs, en fait, sont des capteurs de magnétométrie, c'est-à-dire des capteurs qui détectent des variations infinitésimales du champ magnétique ambiant dans lequel on met le capteur. Voilà. Il y a globalement deux familles de diamants. Il y a les millidiamants qui ont à peu près une taille d'1 ou 2 mm de côté, et des nanodiamants qui sont de l'ordre de 5 à 100 nanomètres de circonférence, puisque ceux-là sont plutôt sphériques. Les applications sont très nombreuses. Pour les millidiamants, c'est plutôt, on va dire, des sciences de l'ingénieur, notamment en contrôle non destructif de matériaux métalliques dans l'industrie. Alors, par exemple, dans le oil and gas, dans tout ce qui est géothermie, dans tout ce qui est nucléaire aussi, puisqu'il s'agit d'aller détecter des défauts ou des fissures, de la corrosion dans des matériaux métalliques type cuves de stockage de produits, par exemple, radioactifs ou chimiques, ou encore corrosion dans des puits de pétrole à 5000 mètres de profondeur. Voilà. Dans la deuxième ligne technologique, ce sont des nanodiamants qui ont des applications plutôt en biologie au sens très très large du terme. Avec ces nanodiamants, d'ailleurs, vous voyez une photo d'une cellule en bas de la slide, une cellule de peau humaine. Les taches oranges sont des nanodiamants qu'on a insérés dans la cellule pour aller voir ce qui se passe dans la cellule. Dans cette cellule, on peut aller voir la concentration de radicaux libres, c'est-à-dire le stress oxydatif de la cellule, qui est souvent lié alors soit à une cause, soit à un effet d'une maladie. On peut aussi aller dans des cellules de plantes ou de milieux naturels, animaux ou pas. Voilà. On discute par exemple aujourd'hui avec un gros producteur de chips breton, dont je tairai le nom, pour mesurer la quantité de sucre réducteur dans les pommes de terre avant de les faire cuire et d'en faire des chips. Ça, c'est la quantification des sucres réducteurs. On peut extrapoler cette ligne-là à globalement la mesure de l'oxydation des matières grasses dans l'agroalimentaire. Ça marche bien aussi. Nous discutons actuellement avec Gustave Roussy à Paris pour la détection du cancer du pancréas, la détection précoce, beaucoup plus précoce que ce qu'on fait aujourd'hui. Et alors pour revenir en fait à notre ligne technologique 1, on peut aussi utiliser nos millidiamants pour faire de la navigation, c'est-à-dire pour faire très court et très vulgarisateur, on peut faire un GPS qui n'a pas besoin de satellite. Et ça peut s'appliquer par exemple aux bateaux de course en haute mer basés à Lorient par exemple. Voilà. Ou alors à un sous-marin nucléaire qui n'a pas envie de se faire repérer en remontant à la surface. Ça peut aussi s'appliquer, comme je l'ai dit, aux champs de pétrole pour aller détecter 2 mm de corrosion à 5000 mètres de profondeur sur un tuyau de pétrole. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est des partenaires qui auraient des cas d'usage pour nos capteurs de magnétométrie ultrasensibles. Alors, j'ai essayé d'être exhaustif sur la vaste panoplie d'applications possibles.
Ça peut être évidemment, donc, pour faire court, du matériau métallique au sens très large du terme, parce qu'il faut que ce soit conducteur, évidemment, sinon il n'y a pas de champ magnétique. Ou alors en biologie au sens très large du terme, en écotoxicologie aussi, en agriculture, en agroalimentaire, en cosmétique et en médical. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. On est là qui mich. Attention, on entend. T'as bien coupé ton... Non, oui, attention, c'est pas coupé. Voilà. Eh bien, merci à tous. C'est la fin des présentations des pitchs et des présentations projets. Je vous invite tous mes collègues des pôles à réapparaître à l'écran pour vous dire au revoir et puis pour peut-être faire une dernière session de questions. Je vais me mettre sur le point d'interrogation. Voilà. Suis-je seule? Voilà. Super. Eh bien, est-ce qu'il y avait quelques questions, Anaïs, qui ont été posées pendant les présentations? Ah, on t'entend pas, Anaïs, t'as pas mis ton micro. Excusez-moi. Voilà. Oui, on nous demande la présentation et le replay. Hein, donc voilà, juste pour rappeler que la présentation sera envoyée et le replay sera certainement disponible sur nos sites web. Voilà, je pense qu'il faudra aller farfouiller dans vos pôles de rattachement sur leur site web. Vous retrouverez le replay peut-être demain ou dans les 2 jours qui viennent. Après, on avait une petite question sur alors, pour une start-up ou un démonstrateur avec un projet collaboratif avec des dépenses de R&D supérieures à 500 000 €, voilà, ça paraît pas forcément cohérent. Voilà. Donc, je pense que là, la personne demande des éclairages. En fait, ça dépend vraiment du niveau de fonds propres, on va dire, de l'entreprise. On peut avoir une start-up qui est très, très bien dotée en fonds propres. C'est pas totalement aberrant. Donc là, voilà, en fait, c'est vraiment du cas par cas. Après, il faut vraiment avoir en tête que la région Bretagne, sur cet appel à projet, attend des projets structurants avec des entreprises qui sont capables de mener à bien des projets qui sont structurants pour le territoire. Donc, voilà, les startups ne sont pas forcément, on va dire, les candidats ou les candidates les plus naturels. Mais pour autant, il y a des startups qui ont 3 ans d'ancienneté, qui sont très bien capitalisées et qui peuvent mener à bien ce type de projet. Donc voilà, c'est du cas par cas. Il faut venir vers nous pour qu'on puisse vous accompagner au mieux sur ces questions-là. Et si vous pensez que 500 000 €, c'est peut-être trop à 3, hein, ça reste à 3 déjà minimum. Donc, et sur minimum 1 an, voire 2-3 ans. Donc, c'est pas non plus des budgets monstrueux. Mais si vous pensez que c'est pas possible pour vous, vous pouvez vraiment aller regarder peut-être d'autres appels à projets qui peuvent quand même vous aider dans une première phase et qui serait pas celui-là. Je pense forcément à l'appel à projet qui a été présenté par Olivier, puisque peut-être à regarder, quoi, parce que peut-être qu'il correspond mieux à la capacité de votre entreprise et à son stade de développement. Sur le nombre de personnes qui assistent à ce webinaire ou qui ont assisté, je crois qu'on est monté jusqu'à 120 personnes, si je ne m'abuse. Là, nous sommes actuellement 82 encore en lice au bout de 2 heures, ce qui est très honorable. C'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, oui, les présentations, oui, on vous la renverra après. Voilà, et autrement, c'est des questions sur le niveau de fonds propres de Semsoft au moment du dépôt du projet. Je vous propose je ne suis pas sûre que François ait envie de parler de ses fonds propres. Après, si François est toujours avec nous, peut-être. En gros, je pense que c'est lié au statut de TPE dont il a parlé tout à l'heure pendant sa présentation. Donc, oui, voilà. Je crois qu'il là, je ne le vois plus dans les oui. Voilà. Voilà. Et autrement, il me semble que nous avons fait le tour. Ouais, merci. Eh bien voilà, on a fait le tour, donc on va se dire au revoir. On est efficace. Parfait. Il est presque 16 heures. Voilà. Merci à tout le monde. Ouais, merci. Et puis à bientôt. À vendredi pour ceux qui participent 2 fois. Voilà.
Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Merci à tous. Merci, au revoir. Au revoir.